Bien, eh bien, écoutez, on est un petit peu en avant. Je vous remercie d'être déjà connectés. Bonsoir à tous. Je suis, en tant que président de la Fondation de l'Académie de chirurgie, très heureux de vous accueillir pour ce 5e mardi de la chirurgie, organisé par la Fondation de l'Académie de chirurgie sous égide de la Fondation de l'Académie de médecine. Comme il est de mon devoir en introduction, je vous rappelle que nous sommes ici dans les locaux de notre académie, l'Académie nationale de chirurgie, et que le but de l'Académie nationale de chirurgie, c'est de réunir l'ensemble des sociétés savantes qui s'intéressent à la chirurgie pour montrer toute la transversalité dans la chirurgie et dans l'art d'opérer. Alors l'Académie de chirurgie, c'est effectivement l'excellence de la chirurgie française qui est réunie une fois par semaine pour faire des séances, et elle a décidé de créer à la fin 2019 la Fondation de l'Académie de chirurgie. L'idée était de diffuser au mieux l'excellence de la chirurgie française, non plus entre chirurgiens, entre spécialistes, mais pour le grand public que vous êtes, certains d'entre vous, ce terme étant d'un terme générique pour désigner enfin, disons, l'ensemble des gens qui ne connaissent pas nécessairement la spécialité dont nous allons parler ce soir. La Fondation de l'Académie de chirurgie a deux autres missions, c'est la diffusion de l'excellence de la chirurgie dans le monde et également de l'aide à la chirurgie essentielle, c'est-à-dire au développement des gestes essentiels de chirurgie dans les pays en voie de développement. Et à ce titre, elle a déjà donné cette année un prix pour améliorer à la fois la prescription, l'organisation et le déroulement des césariennes dans la République du Togo. Également, son devoir, c'est de former au métier de la chirurgie, et notamment les chirurgiens de l'Académie, par le biais de la Fondation, vont montrer l'intérêt du métier de chirurgien dans les écoles pour espérer que dans les années qui viennent, il reste encore beaucoup de chirurgiens qui puissent exercer ce métier, même s'il est en train de changer de façon considérable. La troisième chose dont j'aimerais vous parler ce soir est un peu en attente et en expectative, car nous avons certes des locaux ici qui sont agréables, mais nous aimerions retourner dans nos locaux d'origine qui sont juste derrière ce 15 rue de l'École de médecine, juste un peu au-dessus, au 5, dans l'amphithéâtre Saint-Côme, où a été créée l'Académie royale de chirurgie il y a maintenant plus de 200 années. Alors, la Fondation de l'Académie de chirurgie organise des mardis de la chirurgie. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ici au 5e mardi. Il y a des mardis qui ont eu un gros succès. Et je salue ici, je vois qu'il est parmi nous ce soir, Gérard Mourou, prix Nobel de physique pour sa découverte du laser femtoseconde, qui a permis des progrès considérables dans la chirurgie réfractive et dans la chirurgie de la cataracte. Nous avons eu un débat qui a eu énormément de succès sur les accidents vasculaires cérébraux, et le dernier débat qui a eu lieu concernait le problème que vous posez tous concernant l'anesthésie en chirurgie. Ce soir, nous allons complètement changer de sujet, mais c'est un sujet également sociétal au sens large du terme, c'est-à-dire il est malheureusement, et je me tourne vers notre animatrice principale, Anne-Sophie Joly, qui représente ici le collectif national des associations pour la prise en charge de l'obésité, car on veut absolument que, si vous voulez, on ne soit pas dans le commun de ce qu'on raconte généralement, les obèses, oh, bon, ils mangent trop, il n'y a pas, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous allez voir qu'on va essayer de vous expliquer que c'est un problème beaucoup plus complexe qui met des gens dans des situations parfois très difficiles, et nous allons aborder tous les sujets. À ma gauche, je le remercie d'être là, il y a notre collègue chirurgien digestif, spécialisé également en chirurgie bariatrique, donc chirurgie de l'obésité, Guillaume Pourchet. Et nous essaierons d'évoquer à la fois le soma et le psyché de ce problème que représente l'excès de poids et l'obésité qu'on vous définira. On parlera bien évidemment des techniques chirurgicales et on aura la chance d'écouter Robert Cayazo, qui est professeur des universités au CHU de Lille et qui consacre sa carrière également à la chirurgie du surpoids. Nous aurons une introduction par Madame Séverine Ledoux qui vous montrera qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'obésité et surtout, par sa fonction d'endocrinologue, elle vous expliquera les problèmes du diabète que représentent ces surcharges pondérales. Et nous aurons bien évidemment également, et là je me tourne vers Monsieur Groens, nous aurons un aspect psychiatrique de ce problème de la surcharge pondérale. Et enfin, pour clôturer la séance, on donnera la parole à notre collègue chirurgien également, digestif, à Saint-Brieuc, David Lechaud, qui vous montrera comment il faut essayer de suivre au mieux les malades atteints de problèmes bariatriques qui ont été ou pas opérés, comment on peut utiliser les outils numériques. Je voudrais également, pour terminer cette introduction,
vous faire part de mes excuses parce que je ne pourrai pas suivre cette séance jusqu'à la fin pour des raisons d'impératif universitaire, on va dire. Et je donne donc la parole tout de suite à Guillaume Pourchet pour animer ce débat. Je vous souhaite une excellente séance. Je rappelle que, et j'y tiens beaucoup, il y a un chat, pour faire moderne, enfin il y a un système de conversation que vous pouvez utiliser à profit en posant vos questions qui seront par nos techniciens, je ne sais pas qui s'en occupe, mais Charles Souris, je crois que je remercie, qui seront rapportés à notre ami Guillaume Pourchet pour essayer de répondre au mieux. Je vous souhaite une excellente séance et vous dis que je vous attends le 21 septembre prochain, où il y aura le prochain mardi de la chirurgie, où nous parlerons d'une pathologie, entre guillemets, totalement différente, puisque nous parlons des troubles de l'érection. Je vous remercie. Merci beaucoup, Richard. Et puis, alors, bonjour à tous. Je tenais également, dans les remerciements, à remercier nos deux présidents, hein, bien sûr, le professeur Villet et également le président Mar, docteur Philippe Mar, qui préside l'Académie nationale de chirurgie. Je suis très heureux au sein de notre académie, qui est toujours émouvant de se retrouver ici, de pouvoir modérer avec Anne-Sophie Joly. Alors, je voulais simplement, pour être très bref, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses, marteler cet élément. Le problème de l'obésité est une véritable maladie. Et qui dit maladie, dit ce n'est pas de la faute du patient. Et je crois que la déculpabilisation est probablement un des éléments majeurs de la prise en charge de cette maladie multifacette, très complexe. Ce soir, on va avoir les 4 grands volets, notamment de cette maladie complexe et multifactorielle. Et je vais donner la parole rapidement au docteur Ledoux, donc, qui va nous faire la partie médicale et aussi autour des causes. Merci. Bonjour à tous. Je pense que le diaporama là va apparaître. Voilà, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu mon propos. Je ne vais pas vous parler des complications de l'obésité aujourd'hui parce que on a quand même un temps limité. L'objectif de ma présentation, c'est plutôt de revoir avec vous en fait les déterminants de l'obésité et de vous montrer à quel point en fait ces déterminants sont nombreux et complexes, ce qui explique la difficulté de la prise en charge de cette maladie et la difficulté à perdre du poids. Voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier par rapport à cette présentation. Donc, comme vous le savez sans doute, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, l'augmentation de la prévalence de l'obésité dans le monde a vraiment explosé ces dernières décennies, avec une prévalence en France qui reste malgré tout inférieure à celle d'autres pays, et notamment des États-Unis, mais qui est de l'ordre de 16 à 17%, avec donc une prévalence qui a tendance un petit peu maintenant l'augmentation a tendance à se ralentir en tout cas. Et donc, malheureusement, cette maladie a été mise à l'honneur récemment à l'occasion du Covid, puisqu'elle constitue un facteur de risque vraiment important. Donc, il y a une grande hétérogénéité dans la population. La prévalence de l'obésité dépend de l'âge, du sexe, de la situation géographique et beaucoup du milieu socio-économique. Et on va y revenir. Alors, en fait, souvent, les patients viennent nous consulter en espérant qu'on va trouver la cause de leur obésité et qu'on va la régler et que du coup, ils vont pouvoir perdre du poids. Malheureusement, ça se passe très rarement comme ça parce qu'on découvre rarement une cause curable. Donc, je vous ai listé ici les différentes causes. Donc, il y a certaines maladies hormonales qui touchent la glande thyroïde ou la glande surrénale, par exemple, des tumeurs ou des traumatismes cérébraux qui touchent le centre de l'appétit au niveau de l'hypothalamus. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Des médicaments qui vont dérégler en fait le pondérostat, comme les neuroleptiques, les antidépresseurs, les corticoïdes. Mais en fait, une fois qu'on a dépisté, donc les maladies hormonales sont curables, mais pour les autres causes, souvent une fois qu'on a dépisté la cause, on ne peut pas la traiter, on ne peut pas arrêter les médicaments. Donc, il faut traiter l'obésité indépendamment de sa cause. Après, il y a des causes génétiques aussi, mais qui sont encore plus rares, avec donc, ce qu'on appelle les obésités monogéniques par atteinte en fait, d'un seul gène, qui représente à peu près 5% des formes sévères d'obésité, c'est-à-dire des formes
qui sont familiales, qui apparaissent très précocement dans l'enfance, qui s'accompagnent très souvent d'une hyperphagie importante et qui peuvent être associées à d'autres symptômes. Donc à ce moment-là, elles sont dites syndromiques, comme une petite taille, un déficit intellectuel, un déficit en hormones sexuelles, par exemple. Et vous avez ici une jeune fille qui est atteinte d'un syndrome, d'une obésité syndromique et qu'il y a, comme vous le voyez, une polydactylie et une dysmorphie faciale. Donc certaines anomalies de la voie de la satiété sont corrigibles. Par exemple, le déficit en leptine par injection de leptine de synthèse ou les agonistes d'un récepteur qui est situé dans l'hypothalamus et qui est impliqué dans la satiété. Et donc, quand on donne ces traitements-là, on a des effets spectaculaires sur le poids, mais ça reste quand même, malheureusement, quelque chose d'assez rare. Donc, on a finalement on trouve peu de causes et on a peu de moyens pour traiter ces causes. Donc ça, c'est un premier point. La cause de l'obésité est finalement rarement identique. Alors, en fait, pourquoi? Parce que c'est une maladie multifactorielle avec des déterminants extrêmement variables. L'augmentation très rapide de ces 20 dernières années de la prévalence de l'obésité est plutôt en faveur de causes environnementales, parce que pour que les gènes se modifient, il faut des générations et des générations. Mais d'un autre côté, dans le même environnement, tout le monde ne devient pas obèse. Ça veut dire qu'il y a une susceptibilité qui est polygénique, c'est-à-dire plusieurs gènes qui vont induire des petites modifications du métabolisme et qui vont conduire à une susceptibilité à l'obésité. Et dans un environnement qui est favorable, certaines personnes vont prendre du poids. Voilà, donc là, vous avez listé en fait toutes les causes qui ont été répertoriées par l'HAS, enfin un certain nombre de causes qui ont été répertoriées par la HAS qui peuvent favoriser la prise de poids dans l'environnement ou dans l'histoire du patient. Et donc, ça vous illustre le fait que l'obésité, c'est un symptôme pour une multitude de causes différentes. Alors, parmi les causes classiques, donc voilà, ça c'est pour dire, c'est un schéma assez connu qui dit que finalement on a évolué, on a sélectionné au fil des ans des gènes qui étaient favorables au stockage, et puis ces gènes qui étaient favorables au stockage pour nos ancêtres qui étaient cueilleurs-chasseurs et qui avaient une nourriture peu abondante est devenu en fait pour nous un handicap, puisque dans une société où on ne bouge pas beaucoup, la nourriture est abondante, ça favorise l'obésité. On m'entend entendu. Voilà, donc là on entend mieux effectivement. Donc vous avez ici quelques causes évidentes comme l'augmentation des portions dans les fast-foods notamment, le manque de sommeil qui est un facteur très déterminant de la prise de poids et qui est malheureusement très fréquent dans nos sociétés avec le développement de la lumière artificielle et des écrans. Le stress, quel qu'il soit, et ça, il y aura un topo particulier dessus tout à l'heure, et puis la sédentarité, bien entendu. Voilà, donc quand on a dit ça, donc il n'y a qu'à faucon, c'est-à-dire que pour enrayer l'obésité, il n'y a qu'à moins manger, il n'y a qu'à bouger plus, c'est tout simple. Malheureusement, c'est pas si évident que ça. D'abord, dans notre environnement, en bout de rayon de supermarché, c'est pas tellement les pommes et les courgettes qu'on trouve, c'est plutôt ce genre de choses. Les fruits et les légumes, ça coûte plutôt plus cher que d'autres aliments plus caloriques et moins bons pour la santé. Et puis en ce qui concerne donc l'activité physique, on a beaucoup automatisé nos tâches, donc on fait beaucoup moins d'exercices qu'il y a une centaine d'années. C'est pas toujours facile d'accéder aux équipements sportifs, ça peut coûter cher, etc. Et je vous ai mis cette photo qui est en fait un accès à un téléphérique pour aller faire de la marche en montagne. Voilà, donc on marche vraiment sur la tête.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, donc, on peut faire des régimes. Donc là, vous avez sur Internet toute une ribambelle de régimes en tout genre. Et puis, finalement, quand on analyse ces régimes, hein, on s'aperçoit qu'ils sont tous déséquilibrés, avec trop de lipides, pas assez de protéines, pas trop de sel, pas assez de fibres, etc. Avec des risques réels pour la santé, des risques pour le rein qui peut donc s'abîmer, des risques pour le cœur, avec un risque de mortalité, des risques d'anomalies hépatiques qui peuvent être graves aussi, des risques de perte musculaire et puis des risques de dépression. Et donc là, vous avez un exemple de différents régimes plus ou moins restrictifs, plus ou moins équilibrés. Et donc c'est une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on a tiré les gens au sort, on leur a proposé de faire ces régimes et vous voyez que finalement, au bout d'un an, ils ont perdu 2 kilos. Ils étaient super coachés, voilà, ils avaient diététicienne, machin, et vous voyez que finalement le résultat est assez décevant, et quel que soit le type de régime. Hein, donc le régime machin n'est pas forcément mieux que le régime truc, etc. Et en fait, hein, ce qu'on observe chez nos patients, c'est ça. Ils font un régime restrictif, ils perdent 3-4 kilos ou plus parfois, ils sont contents, et puis avec la vie qui reprend, ils lâchent leur régime, ils reprennent du poids. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, qui est extrêmement délétère, à la fois pour la santé, parce que à chaque yo-yo, on perd de la masse musculaire et on gagne de la masse grasse, et pour aussi l'estime de soi, puisque forcément ces régimes conduisent à l'échec. Alors, en ce qui concerne l'activité physique, quand on fait de l'activité physique, il faut savoir que ça a un effet très modeste sur le poids. Par contre, c'est très important pour la santé, parce que même si on ne perd pas de poids, on va améliorer sa condition physique, son cœur, etc., son diabète, hein, toutes les complications dont je n'ai pas le temps de parler. En revanche, hein, on va compenser quand on fait un exercice physique, ça donne faim, donc on va compenser. Et vous voyez, vous faites 30 minutes de marche, vous mangez un yaourt, vous avez compensé la perte calorique. Donc tout seul, ça ne fait pas perdre de poids. Donc les études d'intervention, finalement, quand on prend les grandes études qui essayent de faire d'aider les personnes à perdre du poids, on s'aperçoit que la perte de poids moyenne est de l'ordre, vous voyez, de 2,5 kg, et que un patient sur 5 arrive à maintenir une perte de poids à moins de 10% à 5 ans. Est-ce qu'on a d'autres outils, hein, puisque face à ces difficultés, est-ce qu'on a d'autres outils? Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a très peu de médicaments. On a utilisé dans le passé beaucoup l'Orlista qui donnait une diarrhée graisseuse et qui était très peu efficace, comme on le voit sur la petite figure. Et puis on a aussi utilisé, plus récemment, donc les analogues du GLP-1 qui je vous le cite parce que c'est peut-être un espoir, parce que c'est actuellement en développement, avec donc un bénéfice sur le poids qui peut être assez important, avec une perte de poids d'environ 15%, sans effet délétère majeur. Peut-être vous en entendrez reparler. Voilà. Et donc, j'arrive à la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, finalement, c'est réservé aux formes les plus sévères. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est qu'un outil, une étape du parcours dans la prise en charge. Cette chirurgie nécessite une préparation et un accompagnement au long cours dont on va vous reparler ensuite, car il y a des risques sinon de reprise de poids si on ne contrôle pas les déterminants. Et sur la droite, vous avez le petit schéma qu'on fait aux patients à l'hôpital quand ils viennent pour une chirurgie bariatrique, et on leur demande de construire eux-mêmes ce schéma sur les déterminants de l'obésité. Vous voyez qu'il y a le manque de sommeil, la sédentarité, les grignotages, l'équilibre alimentaire, etc. Et puis finalement, le seul paramètre sur lequel va jouer la chirurgie, c'est sur le volume alimentaire. Donc la chirurgie va contrôler le volume et le patient, il doit contrôler tous les autres déterminants. Et pour ça, il a besoin d'aide, l'aide de professionnels. Voilà, donc ça c'est les résultats de la chirurgie, mais je vais peut-être passer dessus parce que je pense qu'on va vous en reparler après. Et juste voilà, vous dire que finalement, même avec une chirurgie bariatrique, on ne perd pas forcément tout ce qu'on aurait souhaité. Vous voyez, le souhait bien sûr du patient, c'est de revenir à un poids normal, donc ici 60 kg. Mais même avec la chirurgie bariatrique, souvent, il reste un excès de poids, ce qui démontre la puissance des facteurs biologiques. Donc ces facteurs biologiques,
Donc, je ne vous demande pas d'emmagasiner tout ce schéma, c'est juste pour vous dire que ces facteurs biologiques, ils sont extrêmement puissants et ils sont extrêmement complexes. Il y a énormément de facteurs qui vont contrôler la prise de poids. Et donc, ces facteurs, donc il y a des facteurs qui contrôlent la faim, des facteurs qui contrôlent la satiété, des facteurs qui contrôlent la dépense d'énergie du corps. Même quand on ne bouge pas, on dépense de l'énergie et cette dépense est variable et régulée. Et donc, tous ces facteurs, en fait, c'est des facteurs biologiques puissants. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de la leptine ou de la gréline, qui sont donc les hormones principales de la faim et de la satiété, et qui sont assez célèbres, assez médiatisées. Et ce que je veux vous dire, oui, donc là vous avez ici, vous voyez, en cas de perte de poids volontaire, les hormones de la faim vont augmenter, enfin la gréline en tout cas, l'hormone de la faim va augmenter, les hormones de la satiété, elles, vont diminuer, et ces modifications vont persister à long terme, même quand on aura stabilisé le poids. Ce qui veut dire que même, par exemple, à 1 an d'un régime, quand on a stabilisé son poids, on doit continuer à lutter contre ces hormones qui vont tout faire pour qu'on mange. Il y a aussi des modifications de la dépense énergétique quand on maigrit. Donc plus on maigrit, moins on dépense. Donc là aussi, il va falloir en permanence courir après cette dépense énergétique. Et moins on est capable de libérer aussi des réserves du tissu adipeux, ce qui fait que même si on a beaucoup de réserves, on ne peut pas les mobiliser. C'est comme une boîte de conserve sans ouvre-boîte. Donc, vous acceptez tous l'idée qu'on ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer. Pourquoi? Parce que les phénomènes biologiques vont l'emporter. On va essayer d'arrêter de respirer, on s'étouffe et on va reprendre une grande bouffée. Et avec le poids, en fait, c'est pareil. Vous essayez de perdre du poids et l'organisme, lui, il fait tout pour essayer de vous en faire reprendre. Voilà, donc je vais terminer là-dessus pour vous dire que on peut quand même arriver à perdre du poids, mais ça nécessite énormément d'investissement, à la fois du patient et à la fois de l'équipe qui l'entoure, qu'il faut se placer à long terme. L'obésité est une maladie chronique et donc il va falloir voir à long terme, donner des conseils aux patients qui sont applicables toute la vie, donc ils sont adaptés à lui, ça doit être très personnalisé et pas rentrer dans la restriction, dans les interdits qui vont générer des frustrations, mais plutôt essayer de retrouver le plaisir de manger, de retrouver ces sensations de faim, de satiété. Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup Séverine pour cette présentation complète. Alors, pour faire un commentaire, c'est vrai qu'on voit bien tout l'enjeu en fait de cette maladie très compliquée. C'est-à-dire, malgré la correction et la tentative de maîtrise des facteurs qui font a priori évidence de la maladie, on n'y arrive pas, on y arrive mal, et probablement parce que la maladie est beaucoup plus compliquée. Souvent, pour ce qui me concerne, je compare très bien au diabète et probablement que l'obésité est encore plus compliquée que le diabète. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mangé du sucre quand on était petit qu'on est diabétique. Et pour l'obésité, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on mange mal, parce qu'on fait mal les choses qu'on souffre de cette maladie. Il y a des dérèglements beaucoup plus complexes qu'on est en train d'évaluer, notamment la transmission intergénérationnelle qui peut expliquer la flambée, comme on vient de le voir, de cette maladie. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je sais que vous travaillez beaucoup au niveau de la recherche fondamentale, et est-ce que vous avez travaillé sur les marqueurs épigénétiques et sur ces questions de transmission intergénérationnelle? Alors, moi, personnellement, non, mais il y a effectivement beaucoup de travaux qui montrent que l'obésité maternelle est un facteur de risque de transmettre l'obésité à l'enfant, avec donc un risque qui est à peu près 3,5 fois supérieur chez un enfant de devenir obèse si sa mère a une obésité pendant la grossesse. Et c'est vrai que c'est important de parler de cette maladie. Vraiment, je réinsiste sur la déculpabilisation et ce n'est pas de sa faute. C'est une maladie très très complexe et il y a un facteur épidémique et on le voit bien. C'est-à-dire que ça se comporte comme une épidémie. Donc ce n'est pas l'épidémie de la malbouffe comme on pourrait conclure un peu bêtement, mais une épidémie beaucoup plus complexe et où on doit travailler vraiment main dans la main. Et c'est un peu le sens de cette réunion aujourd'hui ensemble.
avec notamment des causes d'ordre psychologique. Si on peut résumer les grandes causes de cette maladie, d'ordre génétique, d'ordre hormonal, d'ordre microbiotique aussi, on n'en a pas beaucoup parlé là, durant cette présentation, mais il y a des éléments là-dessus, donc c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans son corps qui peuvent favoriser cette tendance à la mise en réserve à cette maladie obésité. Je voulais donc en profiter pour donner la parole au docteur Groens, qui est psychiatre et qui va nous traiter toute ce versant immense de l'âme, de psyché, autour de cette maladie, en mettant en avant, bien sûr, on l'a aussi déjà évoqué, la notion de plaisir qui fait partie de l'être humain, évidemment. Alors, merci Guillaume. Merci à la Fondation de l'Académie de permettre un petit regard très modeste sur les nourritures de l'âme, puisqu'il s'agit de ça, de bien s'alimenter l'esprit. Alors, je ne serai pas très iconoclaste, simplement pour vous rappeler, je remercie Séverine Ledoux d'avoir très très vite précisé que c'est une maladie chronique, plurifactorielle et où il y a une composante psychologique qui est très bien décrite maintenant depuis très longtemps. Et j'aborderai en fait la dimension de plaisir parce qu'on pense toujours que ceux qui sont en surpoids, c'est qu'ils mangent mal. Alors peut-on manger mal? J'en suis pas si sûr. On peut surtout être en difficulté avec ce qu'on appelle son environnement et la manière dont on vit dans son environnement et comment on a été éduqué dans son environnement. D'où cette notion qu'effectivement, il y a un lien très fort entre la maladie et l'obésité, le mode de vie dans lequel nous sommes et le comportement dans lequel on nous fait évoluer. Je dis bien nous fait évoluer parce que l'industrie agroalimentaire module nos comportements. Vous le savez, on est tous sujets à cette tentation de la tête de gondole et du triple paquet de chips XXL, car acheter plus, c'est payer moins. Alors, si vous voulez, on va être dans de nombreuses croyances et de représentations sociales, culturelles et psychologiques qui font partie de notre culture, notre histoire, notre environnement. Pour les plus jeunes comme moi, ma mère s'est retrouvée à me donner du lait maternisé parce qu'on lui avait expliqué que le lait maternel, c'était autrefois que ça se faisait. Et moi, je suis des années 60, donc la science de l'époque lui disait que le bien-être alimentaire de son enfant passait par du bon lait maternisé. Donc, je tairai la marque très célèbre qu'on trouve toujours. Donc, les représentations, tout ça, notre petit être qui se construit et évolue dans le temps. Et il faut se souvenir qu'il y a très longtemps, comme le rappelait Séverine Ledoux, le chasseur-cueilleur, ne se posait pas la question du surpoids. Il n'avait pas le choix parce que avoir un poids suffisant était une question de survie de l'espèce. Donc on voit bien qu'il y a une balance qui s'est modifiée au fil des siècles entre ce qu'il fallait être, avoir et ce que nous sommes devenus. J'ai beaucoup apprécié votre petit schéma de l'évolution de l'espèce. Mais je suis certain qu'on retournera vers un modèle peut-être plus californien, safe, comme on dit. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'évolution dans le temps, aujourd'hui, on va peut-être se retrouver dans des concepts très utilitaristes qui consistent à nous faire évoluer dans un monde où la bonne santé est devenue un élément extrêmement important. Et ce vécu de bonne santé dans lequel on va devoir tous participer, on n'a pas le choix, on ne nous laisse pas le choix, ça aussi c'est une dimension importante, contribue à la grossophobie environnante, car celui qui n'est pas dans la norme est forcément quelqu'un qui, à défaut d'être mauvais, fait des choses mal. Donc il mal mange, mal se comporte, mal se conduit, et finalement c'est quelque part une conclusion logique, il est mal dans sa peau. Et alors, quand on aborde l'aspect psychologique, on se retrouve d'ailleurs souvent mal dans sa peau parce qu'on est en surpoids et que parce qu'on n'était pas très bien,
Tout à l'heure, Guillaume le rappelait aussi, toutes ces notions de maltraitance dans l'enfance, de dépression, de manque d'affirmation de soi ont souvent été compensées par des éléments de nourriture, de récompense, et on va y venir. La récompense étant un bonbon, un sucre d'orge, un bon gâteau qui sert à colmater le manque d'affection et le manque de confiance en soi. Tout ça, c'est des éléments que vous connaissez bien, on l'a tous vécu plus ou moins. Qui n'a pas été consolé par un carambar comme moi à mon époque, ou le droit d'acheter un malabar à l'épicerie du coin pour me consoler d'un petit échec scolaire ou d'un match de foot raté. Bref, toutes ces petites causes qui ont des grandes conséquences dans notre vécu ultérieur. Hein. Donc, à petite cause, grand mot. Alors, les formes du corps, elles changent au cours du temps. On l'a vu, hein, le chasseur-cueilleur, qui devait être svelte et musculeux, est devenu un être qui pousse un caddie rempli de pizzas surgelées, et on en passe des meilleurs. Je m'inscris un peu en faux en ça, parce que l'industrie n'est que le reflet de la société qu'on a décidé de construire. Hein. Donc, on y est partie prenante aussi. Donc, notre rapport à l'alimentation s'est modifié. On ne connaît plus dans les pays européens, a priori, de notion de disette qui pourrait expliquer le fait d'emmagasiner, de faire des stocks. Mais encore une fois, même en France, on découvre maintenant qu'il n'y a pas que la malnutrition, la malbouffe, mais qu'il y a une partie de la population qui n'a plus accès de manière facile à la nourriture. Puis, je fais juste une petite parenthèse sur tout ce qui est Resto du Cœur et qui est un symbole du paradoxe dans lequel nous sommes, à savoir l'abondance avec le manque. Donc, l'abondance dans certaines zones du monde, on le sait tous, c'est très médiatisé. On nous met toujours en exergue la civilisation américaine, mais là aussi, la civilisation américaine, si vous allez à New York, on vous fait un bilan de santé gratuit pour savoir si vous êtes en surpoids, prédiabétique, si votre tension est bonne, et tout cela très gracieusement dans le but de vous prendre conscience. Donc, l'abondance a certainement conduit, puisqu'on sait que les petits Chinois rêvent de manger des hamburgers XXL, comme Séverine l'a montré tout à l'heure, renvoie cette notion de perte de contrôle, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on perd le contrôle. Alors, la perte de contrôle, c'est un concept assez intéressant quand on parle d'alimentation, de surpoids. C'est que finalement, la perte de contrôle renvoie toutes les addictions, et finalement, quand on parlait d'addiction, c'est devenir dépendant. En fait, l'être humain, si on le voit d'une manière très très généraliste, et vous allez hurler, l'être humain est dépendant de par même sa nature. Il est d'une nature dépendante. Il dépend à quoi? Essentiellement à l'alimentation, à ses besoins primordiaux, et en particulier à l'amour de ses proches, d'abord de ses parents, puis lorsqu'il se construit à l'amour, on va dire plus transversal, de ses pairs, PAIRS, et de ses proches, et puis aussi dans son entreprise, dans son hôpital, avec ses collègues, de l'estime qu'on lui porte. Donc ce sont des notions très très importantes qui expliquent que finalement l'être humain se construit dans une notion de dépendance avec une régulation, une capacité à passer des moments où il sait que l'autre lui apporte quelque chose et d'autres moments où il vit une souffrance à penser que ça ne lui est plus apporté. C'est des notions de maltraitance, les notions aussi de dépression où pour combler ce manque, eh bien, on peut effectivement se consoler comme on l'a construit dans notre histoire avec la nourriture. Donc, la consolation avec la nourriture amène souvent à une notion de perte de contrôle parce que la nature ayant horreur du vide, pour faire court, on a cette possibilité par des sensations internes, des distensions viscérales, pardonnez-moi, ce qu'on appelle en fait l'alimentation, le plaisir viscéral par opposition au plaisir épicurien. Le plaisir viscéral est effectivement lié à l'absorption de certaines quantités d'aliments sans pour autant se préoccuper du moment, du goût et finalement de la notion d'appétit.
Là aussi, il y a un contraste très important. Donc, on en revient à l'idée que finalement, un certain nombre de personnes qui sont en surpoids, finalement, seraient des addicts à l'alimentation pour probablement des bonnes raisons, c'est-à-dire compenser des choses qui vivent mal, une souffrance, des déceptions, des dépressions qui ne sont pas bien traitées, et avec la perte de la capacité, même lorsqu'il sait ou elle sait que ça lui fera du mal, qu'à terme, elle va devenir diabétique parce qu'elle en a quand même conscience, on ne cesse de lui rappeler qu'elle ne pourra plus s'habiller comme tout le monde et donc avoir un déplaisir à être regardée dans la rue par les autres, eh bien, il y a cette perte de liberté avec quand même cette nécessité de s'alimenter d'une manière, on va dire, hors de propos. Il s'agit vraiment d'un propos qui est différent. Alors, il est bien admis par de nombreux auteurs qu'il y a des similitudes entre certains troubles du comportement alimentaire et le comportement addictif. Pour vraiment vous donner un exemple, l'envie boulimique et le craving sont très, très comparables. L'envie de manger à tout prix une grande quantité et l'envie de prendre un psychostimulant très puissant, on va prendre la cocaïne, qui vous procure des sensations immédiates avec une toute puissance, eh bien, tout le monde sait, le cocaïne-man vous le dira, qu'il sait que c'est pas bon pour lui, mais il ne s'empêche pas pour autant de le consommer à cause de ce sentiment de toute puissance. Donc, on connaît le risque, et c'est une des particularités que connaissent beaucoup de patients en surpoids. Ils connaissent le risque, mais pour autant, ils ont perdu le contrôle et ne peuvent s'en empêcher. Alors, est-ce que l'obésité est une addiction ? Eh ben non, on ne peut pas résumer ça à un truc très court en disant c'est simplement une addiction. Non, c'est le comportement alimentaire qui est en cause et tout obèse n'est pas addict à la nourriture. Donc, on le sait, certains troubles alimentaires sont rencontrés plus fréquemment et voire très fréquemment chez l'obèse, le trouble hyperphagique, la boulimie et les troubles alimentaires nocturnes. Ça, c'est quelque chose qui... Je vais donner la littérature qu'on connaît maintenant depuis plus d'une cinquantaine d'années. Encore une fois, c'est la notion de perte de la capacité d'arbitrage entre besoins et désirs qui renvoie à notre système de récompense. Là aussi, on a appris que la dopamine est une hormone sécrétée dans le cerveau qui permet d'obtenir du plaisir, etc. Donc la notion de balance entre l'équilibre émotionnel, nutritionnel renvoie à la notion d'équilibre tout court. C'est-à-dire qu'en fait, nous savons que nous avons besoin de remplir des éléments physiologiques qui renvoient à l'appétit et non pas à la faim. La faim renvoie à la disette. La disette, c'est la famine. Donc, ce sont des choses qui sont proches, mais différentes. Ces derniers sont évaluables en grande partie. Ces besoins physiologiques, comme vous l'a très bien décrit Séverine, dans le détail, avec toutes ces notions. Et en fait, le fait de, par exemple, penser que manger du Nutella, c'est vraiment pas bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. On peut manger de temps en temps du Nutella pour peu que ça s'équilibre dans le mois, on va dire ça, ou dans la semaine. Donc, il s'agit d'une déconstruction d'un certain nombre de nos croyances qui sont les résonances de notre propre enfance, de notre histoire et de notre culture. Il est d'ailleurs difficile de faire manger à des enfants une crêpe sans parler de Nutella. Je ne sais pas pourquoi. Et sans doute, ça renvoie à quelque chose qui est devenu très commun maintenant. Donc, la dimension psychique de nos comportements résulte d'un balancement entre nos besoins et nos désirs et qui renvoie tout le temps à ce système de récompense qu'on alimente. On sait ce qui nous fait plaisir. Et le cerveau est l'organe le plus économique du corps humain. Donc, lorsqu'il peut s'économiser, qu'est-ce qu'il fait ? Même s'il sait que c'est dangereux pour lui, il va le faire. Il va quand même manger une crêpe au Nutella, alors que le muesli bio avec un yaourt au soja serait peut-être plus adapté, son petit 4 heures. Mais faites avaler ça à un petit gars de 11 ans en 6e qui rentre. Expliquez-lui. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Alors, une donnée contemporaine intéressante dans le domaine des
des addictions, c'est la notion de régulation. On a abandonné, encore une fois pour faire court, l'idée que lorsqu'on perd le contrôle avec l'alcool, qui est un problème en France extrêmement important, eh bien, il faudrait ne plus jamais boire. C'est comme si on disait à quelqu'un qui a perdu le contrôle avec l'alimentation, vous ne mangerez plus. Donc, on se dit, ciel, comment il va faire ? Eh bien non, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait retourner vers la régulation à condition de s'équiper d'un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Et cet outil principal, c'est notre motivation au changement. Et c'est là qu'on a beaucoup de chance. L'espèce humaine est équipée de ce truc qui est la motivation au changement, c'est-à-dire quand il commence à expérimenter lui-même que c'est bon pour lui de faire des choses qui lui sont agréables. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais bouger plus. Eh bien oui, on peut bouger plus, mais ça ne doit pas être qu'un slogan. Lorsqu'on dit bouger plus, ça veut dire que les sensations internes qu'on a, les sensations musculaires, le plaisir à courir vite ou à sautiller, enfin bref, à faire ce que vous voulez, à faire une partie de tennis, c'est un plaisir qui renvoie au système de récompense avec une sécrétion de dopamine, donc un renforcement positif. Et notre capacité à expérimenter cela est certainement l'outil thérapeutique le plus puissant parce que c'est la motivation de conduire ce changement. Donc, on va être dans une conduite du changement qui va être en permanence une oscillation entre le besoin physiologique qui est bien décrit par Séverine et le plaisir alimentaire. Et là, je reviens, et je terminerai là-dessus, si la recherche du plaisir alimentaire entraînerait à consommer de manière excessive, c'est le pendant de la question, est-ce que si on aime manger, si on aime les bonnes choses, on mangerait trop? Alors, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, ne me demandez pas pourquoi en Amérique du Nord, mais on a constaté quand même que le plaisir épicurien, dans certaines études, distingué du plaisir viscéral dont je parlais tout à l'heure et associé pour le premier à une préférence pour les petites portions, d'ailleurs plus souvent chez les hommes que chez les femmes, ce qui est là aussi un contrepoint d'un cliché bien connu que les femmes ont un appétit d'oiseau, alors que le second, mesuré par les envies déclenchées par l'environnement alimentaire, c'est ce qu'on appelle communément le besoin hyperphagique, est associé à une préférence pour les grandes portions. Dans ces différentes études, on montre très bien qu'il y a un lien avec l'histoire, la culture et l'éducation de la personne. Mais que ce n'est pas forcément les gens les plus cultivés qui vont être les plus épicuriens. Ce qui montre bien que c'est très lié, comme ça a été abordé tout à l'heure aussi, à notre histoire familiale. Alors, de nombreuses renvoient souvent à nos habitudes, croyances, à nos gènes. Donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure, d'un manque de volonté, mais plutôt de construire notre motivation. Et la motivation la plus puissante qu'on connaisse, c'est la motivation qu'on appelle intrinsèque, interne. C'est celle qui nous pousse nous-mêmes à faire quelque chose pour nous. Par exemple, à devenir un grand chirurgien. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le vivre, l'expérimenter, en éprouver du plaisir pour que ça fonctionne. Donc, c'est le plaisir de retrouver du plaisir à bouger son corps, à se voir différent, à changer ses pensées, à constater ses progrès. Donc, manger, c'est donc aussi une possibilité de se retrouver autour de la notion de plaisir en termes de sensorialité. Et l'école du goût est certainement un outil très intéressant. C'est ce qu'on appelle tous ces techniques cognitivo-comportementales dites de la troisième voie, qui sont l'abord de la sensorialité, du goût et le retour vers ce qu'on appelle l'appétit pour les aliments, l'appétence, en contraste avec la notion de faim et de remplissage. Donc ça, il faut vous dire que c'est à la portée de chacun d'entre nous. On peut tous le faire. On a tous des aliments qu'on aime. On peut en manger, on a le droit d'en manger, on peut même parfois plus en manger qu'il ne faudrait, simplement pour vérifier qu'on les aime. Parce qu'on sait aussi, et ça les études de psychologie le montrent, qu'à force de manger toujours un aliment qu'on aime, eh bien on l'aime de moins en moins et on choisit d'autres aliments qu'on aime. Donc on voit bien là qu'il n'y a pas une seule voie, mais différentes possibilités. Donc, cette tendance de convivialité, de bonne santé, n'est pas en contradiction avec une vision utilitariste de la notion de santé de bonne qualité pour tous.
hein. Mais en fait, il faut revenir vers un projet qui est personnalisé pour chacun d'entre nous, vraiment dans une conduite qui est liée à l'individu et non au groupe. Tout en sachant bien sûr que nous sommes dépendants, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'affect que nous porte le groupe et que nous lui portons. Je conclurai en me disant, faisons-nous plaisir et continuons à manger en bonne conscience. Je m'arrêterai là et je vous en remercie. Merci beaucoup Marc, effectivement pour cet exposé très pointu malgré tout et très intéressant. Alors je crois aussi par rapport à ta conclusion et toutes ces notions de plaisir, la maladie n'est pas liée à un mauvais comportement, mais plutôt on est face à des situations où il y a des causes et des facteurs aggravants de la maladie. Et effectivement, tout ce qui est du comportement, la malbouffe, le manque d'activité physique, ce sont des facteurs aggravants d'un dérèglement du corps très complexe qu'on finalement maîtrise assez mal. Aujourd'hui, on ne connaît pas tous les détails et on le verra avec le professeur Caillazo également, les mécanismes de la chirurgie qui est remarquablement efficace dans les formes graves et sévères de cette maladie sont aussi encore assez mystérieuses pour un certain nombre d'éléments. Donc je voulais aussi peut-être, alors je vois qu'on n'a pas tellement de questions sur le chat, mais Anne-Sophie, tu voulais réagir un petit peu sur toute cette approche, je crois, de déculpabilisation et de meilleure compréhension d'un dérèglement complexe d'une maladie qui affecte le personnel. Je voulais aussi rebondir sur l'activité physique. Il faut savoir, peut-être que tu rebondiras dessus, mais quand on est en situation de maladie, obésité, on ne peut pas physiquement faire de l'activité physique. C'est pas possible. C'est-à-dire que les kilos sont là et il y a des douleurs, il y a des éléments, donc c'est pas un élément motivationnel. On est véritablement face à une souffrance physique, mentale, sociétale, à tous les niveaux. Et ça, je crois que c'est vraiment, j'espère qu'il ressortira de cette réunion. On doit prendre en charge une personne qui souffre dans... Ah oui, pour le retour du patient, moi, la première chose que je vois, c'est qu'effectivement, l'obésité n'est toujours pas reconnue en France comme étant une pathologie. Donc, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut déjà poser les fondamentaux, c'est que l'obésité soit déjà formée en faculté de médecine en cursus initial. C'est que, en fait, les médecins sortent de la fac et ne savent pas, ils vont être confrontés à des patients obèses et ils ne savent pas comment les prendre en charge. Donc, en fait, il y a des DU, etc. Mais en fait, c'est déjà le fondement de base, c'est que eux vont être perdus, les médecins, et en face ils vont avoir des patients qui eux aussi sont perdus parce qu'on a des informations et des contre-informations. Et en fait, quand je vous écoute, je me dis, si on prenait ces informations-là et qu'on les vulgarisait au possible pour avoir finalement une forme de bibliothèque d'outils qui soient labellisés et qui soient à disposition du grand public, parce qu'on a besoin d'informations qui soient sûres et qui ne soient pas des vendeurs évidemment de régime qui vous font miroiter plein de choses, alors que là vous allez plutôt maigrir sur votre compte en banque et pas maigrir en termes de poids et avec abîmer l'estime de soi du patient. L'activité physique, évidemment, on avance finalement dans le siècle et on ne peut pas lutter contre la technologie, contre la recrudescence de nouveaux produits alimentaires, en sachant qu'il faut réglementer aussi ce qu'il y a dans les compositions alimentaires, et ça doit venir au niveau national et ça doit venir au niveau international, parce qu'effectivement on a de la nourriture qui rentre de tous les pays. Et d'un autre côté, l'activité physique, en fait, moi je dis toujours, allez danser. Vous aimez danser, allez danser. Mettez vos maris, excusez-moi messieurs, je vous adore, à l'aspirateur. Nous allons dépenser un tout petit peu, là on va pouvoir le faire à partir de demain, la carte bancaire en faisant du shopping. Il faut faire des choses qui soient du plaisir. Et en fait, arrêtons de juger et d'aller sur des préjugés, parce qu'on tue les gens à petit feu encore un peu plus. Et que ça ne pourra fonctionner qu'avec un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe se fait avec les médecins, se fait avec les patients, se fait avec l'État et se fait avec les sociétés privées. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et à avancer, mais ça peut se faire que dans un travail d'équipe. Et surtout,
ne pas culpabiliser les patients en disant vous avez le pouvoir, quoi qu'il arrive, vous détenez la solution, et que même si c'est déjà le fait d'arrêter d'avancer dans la prise de poids, c'est déjà un résultat positif. C'est effectivement primordial. C'est-à-dire que je parlais des facteurs aggravants de la maladie, et des données récentes vont tout à fait dans ton sens. C'est-à-dire que on a bien sûr le comportement, donc on l'a dit, le sport, l'activité, l'alimentation, mais la discrimination, le regard des autres est également un facteur aggravant de la maladie. Et ça, c'est vraiment, on doit changer notre regard aujourd'hui. La grossophobie est omniprésente. On est face à un véritable tabou de société, et je crois qu'il faut le dire. Tu l'as évoqué aussi en début de conférence. On est face à une maladie, une pandémie mondiale qui tue. C'est une des premières causes de mortalité dans le monde aujourd'hui. Et là, il y a un enjeu de changer le regard. Bien sûr, dans la formation des médecins, ça a déjà commencé. Hein, les sociétés savantes font beaucoup de choses. Je sais que tu es très investi aussi à la faculté, et c'est important. Ça bouge, mais ça bouge doucement, c'est sûr. Mais on doit tous faire avancer ces éléments-là. Et moi aussi, je veux rendre hommage aux patients, aux personnes qui souffrent de cette maladie, qu'on voit en consultation, qui viennent pour une chirurgie, mais ils sont très courageux, et c'est pas une solution de facilité que d'aller vers ça. Et là, c'est encore des éléments aussi qu'il faut dire assez largement. Mais d'où le fait de travailler, et c'est ce que vous faites, mais ce qui doit être, à mes yeux, dupliqué au point de vue national, c'est il faut absolument lever les silos. Il faut absolument lever les silos et faire un travail d'équipe. C'est un travail pluridisciplinaire, et que en fait le réseau ville-hôpital, c'est là qu'on se rend compte que c'est crucial, parce que finalement le patient, il a besoin. Je vois David qui me regarde avec le regard de pour tout à l'heure. Mais le réseau ville-hôpital est crucial, parce qu'au final, on va être soigné pour des épisodes aigus dans des cliniques ou dans des hôpitaux, mais au fil du temps, parce que finalement, l'obésité est une maladie chronique, ça je le répète, donc à vie, et ça les gens ne le savent beaucoup moins, c'est qu'elle génère 18 pathologies associées, et qu'avec le Covid, on est à 19. Et que c'est une pandémie non infectieuse, mondiale. Et que par rapport à ça, il n'est pas normal à mes yeux qu'un enfant soit déjà obèse et soit déjà sacrifié avec toutes les pathologies qu'il va pouvoir développer derrière. Donc d'où, et toujours un vœu pieux, la prévention et l'information la plus vulgarisée et la plus diffusée. C'est primordial. Je rajouterais le dépistage. Oui. Le dépistage, pour moi, c'est la vraie cible qu'on a sous la main. On a un outil merveilleux qui est l'indice de masse corporelle, que tout le monde peut calculer en quelques secondes, qui n'est pas parfait, qui a beaucoup de défauts à titre individuel, mais au niveau communautaire, c'est toujours intéressant. Calculez votre IMC, et voilà, dès qu'on est au-dessus de 35 kg par mètre carré, donc c'est le poids divisé par la taille et multiplié par elle-même au carré, eh bien, on est en situation de danger, en situation de maladie au moins débutante, grave. Et ça, c'est très, très important aussi à rappeler. Mais qui dit dépistage dit aussi proposition de solution en face. Tout à fait. Parce qu'effectivement, un patient, si vous lui dites « vous êtes malade, mais j'ai pas de solution pour vous », on le perd. Alors ça, c'est pas vrai, on va le voir, c'est un très bon enchaînement. Voilà. On a des solutions presque miraculeuses, même si ce n'est pas magique, la chirurgie. Ça aussi, c'est primordial de le rappeler. On l'a évoqué avec le docteur Ledoux et dans son exposé, c'est un événement dans un parcours, dans une prise en charge qui doit être anticipée plusieurs mois, plusieurs années en amont pour préparer, pour s'entraîner à être dans les meilleures conditions pour gérer sa maladie qu'on va devoir gérer toute sa vie. Et la chirurgie, c'est une étape. Et donc, je donne la parole, sauf si on a des remarques dans notre... Tu avais d'autres remarques, Anne-Sophie, des questions? Ouais. Donc, je donne la parole au professeur Caillazo, à Robert, qui va nous traiter toute la question de la chirurgie, de ses aspects techniques et des résultats qui, il faut le reconnaître, hein, ont été très largement validés et sont de l'ordre du miracle, même si il ne faut pas vraiment dire ça, et c'est un courage. Merci. Alors, merci à tous. Alors, merci à l'Académie de mettre
les patients souffrant d'obésité au cœur du débat d'aujourd'hui. Merci aussi à l'Académie de nous accueillir ici, encore une fois, dans la maison des chirurgiens et de nous donner l'opportunité à nous, chirurgiens et équipes pluridisciplinaires, de partager nos idées, nos expériences avec vous. Alors, merci Guillaume déjà d'avoir un petit peu parlé de l'IMC, puisque je vous propose de reprendre comme ça de visu la formule, qui est plus simple quand même quand on la voit que quand on la dit. Je vous laisse quelques secondes pour calculer vous-même votre IMC. Moi, je ne l'ai pas fait, je le ferai peut-être à la fin, on le fera tous à la fin de cet exposé. Mais quelque chose d'important, cet IMC, tout imparfait qu'il soit, il a l'avantage effectivement de dépister l'obésité. Alors au-dessus de 25, on est dans une phase de surpoids et l'obésité se définit à 30. Et puis au-dessus de 35, on rentre dans l'obésité sévère. Et donc, pourquoi on parle de chirurgie bariatrique aujourd'hui? Chirurgie bariatrique, ça veut dire chirurgie de l'obésité, chirurgie pour faire perdre du poids? Eh bien parce que, on l'a dit, l'obésité est une pandémie et sa forme la plus grave, l'obésité sévère ou massive, a un traitement chirurgical et je vais aujourd'hui vous l'exposer. Alors, obésité sévère, c'est un IMC supérieur à 35 et la chirurgie bariatrique peut être proposée aux patients souffrant d'obésité sévère à condition qu'ils aient une comorbidité, c'est-à-dire l'une des 18 pathologies qu'évoquait Anne-Sophie, qui sont liées à l'obésité et qui donc vont s'améliorer si l'obésité s'améliore. Donc, d'abord, IMC supérieur à 35, obésité sévère, associée à une comorbidité susceptible de s'améliorer avec l'amaigrissement, et puis aussi l'IMC supérieur à 40, même en l'absence de comorbidité. Alors, l'autre critère pour pouvoir bénéficier de la chirurgie de l'obésité, eh bien, c'est d'être majeur. Et à l'autre côté de la borne d'âge, eh bien, idéalement d'avoir un âge inférieur à 60 ans. C'est dans les recommandations de l'HAS. Alors, vous voyez que sur mes diapositives, en bas à droite, il y a un petit logo HAS qui, eh bien, ça voudra dire que ce que j'écris sur cette diapositive, eh bien, est tiré de ces recommandations. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette borne haute de l'âge, eh bien, est remise en question et glisse vers le 65 et plus, mais ça nécessite une attention toute particulière de l'équipe pluridisciplinaire pour évaluer la balance bénéfice-risque encore plus au cas par cas. Et alors, dernier critère pour pouvoir bénéficier de la chirurgie de l'obésité, eh bien, c'est qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle, professionnelle dans le cadre de l'obésité sévère et massive. Et ça, c'est important. C'est-à-dire des personnes qui sont particulièrement formées à ces obésités les plus importantes. Pluridisciplinaire, ça veut dire que l'on va discuter ensemble, notamment dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire, pour partager nos points de vue, pour apporter le meilleur soin possible aux patients. Et donc, cette prise en charge doit au moins durer 6 mois, idéalement peut-être même 1 an, pour pouvoir donner toutes les chances aux patients dans une préparation optimale avant un geste de chirurgie bariatrique. Alors pourquoi eh bien, la chirurgie bariatrique est intéressante? Vous voyez, je vous ai fait j'ai tiré d'un des articles les plus connus qui parle de chirurgie de l'obésité, qui est dans la plus prestigieuse des revues scientifiques, le New England Journal of Medicine, qui a été publié en avril 2021. Et qui rapporte les résultats d'une étude suédoise qui a commencé il y a plus de 20 ans. Cette étude a comparé 2 groupes de 2000 personnes qui ont été opérées et suivies nutritionnellement, et 2000 autres qui ont été suivies nutritionnellement uniquement sans intervention chirurgicale. Alors le schéma que vous avez sur la droite de cette diapositive, on voit qu'il y a 2 courbes, une courbe bleue et une courbe orange. La courbe bleue, c'est le poids, c'est l'index de masse corporelle du groupe qui n'a pas été opéré mais qui a été suivi nutritionnellement. Et vous voyez que ce suivi a permis de stabiliser le poids. Alors c'est un poids moyen,
qui correspond probablement à un petit peu d'effet yo-yo, mais disons que dans la moyenne, le poids a réussi à être stabilisé dans le temps, plus de 20 ans. Et dans l'autre groupe, vous avez les patients qui ont été opérés. Et vous voyez que l'index de masse corporelle va diminuer. Alors, je voudrais tirer 3 informations importantes de ce schéma. La première, c'est cette courbe de poids des patients opérés. Vous voyez qu'il y a une diminution relativement brutale au cours de la première année et qu'ensuite, il y a une sorte de stabilisation du poids. Il n'y a pas d'effet yo-yo. Ça, c'est le premier message. Le premier objectif de la chirurgie de l'obésité, c'est de pouvoir donner une perte de poids prolongée dans le temps. La deuxième information importante, c'est que si vous regardez avec un peu plus d'attention, au cours des premières années, vous voyez que de la première à la 5e année, il y a une reprise de poids. Cette reprise de poids, elle est relativement modeste, mais quand même, elle est présente. C'est pour vous dire que cette chirurgie est une sorte de tricherie initialement et que le corps va reprendre un petit peu l'ascendant et va rééquilibrer les choses. Et donc, il y a, au cours de ces premières années, une reprise pondérale. Et le troisième message, c'est un message qui avait déjà été donné par Séverine, c'est qu'il y a une perte de poids qui n'est pas complète, c'est-à-dire qu'on perd de l'excès de poids, mais pas tout l'excès de poids. Hein, vous voyez qu'en moyenne, on ne revient pas à un IMC à 25, on reste en moyenne à un IMC un peu au-dessus de 30, c'est-à-dire encore dans la branche, dans la zone d'obésité. Alors, deuxième petite diapo, et ce sera les 2 seules diapos de résultats que je vous montrerai, toujours tiré du même article. C'est une diapo qui va vous illustrer la survie. Et j'aurais voulu vous donner plusieurs informations, 3 informations tirées de ce graphique. Alors, ce graphique, je vais vous l'expliquer brièvement. Vous avez sur la droite 3 courbes, une violette, une bleue et une orange. Alors, la courbe bleue, c'est la survie du groupe, l'un des 2 groupes dont je vous parlais, du groupe qui n'a pas eu de chirurgie, qui a eu la nutrition seule et qui a réussi à stabiliser son poids sur plus de 20 ans. Et vous voyez qu'il y a une mortalité qui est supérieure aux 2 autres groupes. Le groupe orange, c'est celui qui a eu la chirurgie. Et le groupe violet, c'est un groupe que je vous ajoute à présent, c'est un groupe de référence de patients qui ne sont pas obèses. Alors, premier message important, eh bien, quand on est obèse, on vit moins longtemps. C'est quelque chose que l'on peut dire, mais là, je vous le montre. Deuxième message, c'est que quand on est opéré et que l'on perd du poids, on vit plus longtemps que si on est obèse et que l'on n'est pas opéré. Et le troisième message, c'est que lorsque l'on est opéré et qu'on perd du poids, eh bien, quand même, on vit moins longtemps que quelqu'un qui n'est pas obèse. Alors, quels sont les types de chirurgie que l'on peut vous proposer? Là encore, vous remarquez, il y a le petit logo HAS. C'est un petit logo qui montre la référence de ce que je vous présente ici. Il y a 4 interventions qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Je vais vous en présenter les 3 principales. Et les autres, je vous les présenterai un petit peu plus tard. Alors, en haut à droite, vous avez un camembert qui montre la proportion dans laquelle chaque intervention est effectuée. Vous verrez que l'opération la plus réalisée est l'opération qui s'appelle la sleeve gastrectomie. Ensuite, c'est le gastric bypass. Et ensuite, c'est l'anogastrique. La 4e opération qui s'appelle la diversion biliopancréatique est aujourd'hui réalisée très rarement en France, relativement marginale. Alors, on va débuter on va commencer par la première opération qui s'appelle l'anogastrique, qui est une opération qui se fait sous anesthésie générale. Toutes les opérations que je vous présente sont des opérations qui sont réalisées sous anesthésie générale. Le plus souvent, il s'agit d'une hospitalisation qui est en ambulatoire. On rentre le matin, on ressort le soir. Et l'opération est faite par célioscopie, c'est-à-dire que l'on fait de petits trous par lesquels on passe des instruments allongés et on réalise l'intervention sans faire de grandes cicatrices. Le mécanisme qui est au cœur de l'effet de l'anogastrique, c'est un mécanisme que l'on appelle restrictif. C'est-à-dire que lorsque l'on va manger, on va mieux percevoir les aliments et on va avoir ce que l'on appelle une satiété précoce. C'est-à-dire que plus rapidement, on aura moins faim.
plus rapidement, on aura l'impression d'avoir terminé son repas. Alors bien sûr, il faudra, pour que cette opération ait un effet, que l'on perçoive cette diminution de la satiété et que l'on adapte son comportement à cette diminution de la faim. La perte d'excès de poids que l'on peut attendre d'un anneau gastrique en moyenne est d'environ 45%, c'est-à-dire qu'il reste encore 55% des kilos en trop. Alors je précise, après 5 ans. Pour toutes les opérations, je vous donnerai une estimation moyenne de la perte d'excès de poids à 5 ans, puisque comme je vous l'ai dit, pendant les 5 premières années, il y a une petite reprise de poids et donc du coup, je vous parle de la phase de plateau. L'anneau gastrique est une opération réversible, c'est-à-dire qu'elle ne modifie que très peu l'anatomie et on peut retirer le dispositif que l'on a implanté. C'est une opération qui, comme je vous l'ai déjà dit, est aujourd'hui relativement en perte de vitesse. Il y a de moins en moins d'anneaux gastriques qui sont mis en France. La sleeve gastrectomie est l'opération la plus réalisée. Elle s'appuie sur un mécanisme relativement plus élaboré physiologique que l'anneau gastrique. Dans un premier temps, un mécanisme de restriction, ce qui fait que l'on a plus rapidement plus faim puisque l'estomac a été découpé et que l'on en a retiré à peu près les 2/3. Le volume de l'estomac étant plus petit, il est plus rapidement rempli et on a donc une distension gastrique qui est synonyme de satiété précoce. Mais en plus, la sleeve gastrectomie a un effet hormonal. On vous a parlé de quelques hormones, je n'en parlerai que très peu ici, mais disons que par un mécanisme hormonal, eh bien, on a un effet coupe-faim complémentaire. Et donc, c'est l'association de ces deux effets qui donne un résultat plus important en termes de perte de poids. Et donc, on est plutôt sur une perte de poids en plateau, hein, donc c'est à 5-10 ans, de 55% des kilos en trop. C'est une opération qui n'est pas réversible. Elle n'est pas réversible parce que l'estomac a été retiré aux 2/3 et que bien sûr on ne peut pas le remettre en place. Dernière opération, le gastric bypass est une opération qui est restrictive puisque l'on a découpé une partie de l'estomac pour en faire une petite poche, que l'on a réalisé un court-circuit, c'est-à-dire qu'on a connecté l'intestin directement à cette petite poche et que l'on a donc court-circuité le début du tube digestif. Il y a donc cet effet restrictif par cette petite poche. Il y a un effet hormonal avec certaines hormones, ce ne sont pas les mêmes que celles de la sleeve gastrectomie, certaines hormones qui vont être sécrétées un petit peu plus et qui vont elles aussi donner un effet coupe-faim. Alors certaines de ces hormones, je dirais le GLP-1, que vous avez peut-être déjà entendu au cours de des présentations d'aujourd'hui, bien le GLP-1 a un effet un peu plus important sur le traitement du diabète et permet une amélioration du diabète de type 2 très rapidement après la chirurgie. Et puis il y a un petit effet, tout petit, mal absorptif, où tout ce que l'on a mangé n'est pas forcément absorbé dans le corps et donc du coup, eh bien, ça diminue encore l'apport calorique. Alors c'est une opération qui, sur le papier, comme on n'a rien retiré, est réversible, mais en pratique, c'est une opération qui n'est pas réversée ou qu'exceptionnellement. Alors, la quatrième opération, dont je vous parlerai très rapidement, qui s'appelle le duodenal switch, est une opération qui cumule à la fois une sleeve et un bypass, et qui a comme effet l'effet restrictif de la sleeve, l'effet hormonal de la sleeve, et en plus, l'effet malabsorptif d'un gastric bypass puissant. Cet effet malabsorptif amène à un peu plus de complications à type de carence en vitamines, de carence en protéines, et donc complique le suivi, amène à une perte de poids plus importante et donc doit être encadré de manière très particulière. En dehors de ces 4 opérations, il n'y a pas d'autres opérations qui soient validées. Néanmoins, la HAS mène des études pour évaluer de nouvelles opérations qui sont réalisées dans le monde et pour lesquelles des résultats favorables ont été rapportés. Le SADI, qui est une sorte de sleeve gastrectomie avec un gastric bypass, qui est en cours d'évaluation, et très prochainement, la bipartition du transit, qui va être évaluée dans les mois à venir. Ces évaluations sont encadrées par des centres universitaires. Pour le SADI, c'est le CHU de Lyon. Pour la sleeve avec bipartition, ça sera le CHU de Lille.
Et beaucoup de centres, et publics et privés, participent à ce type d'études. Très rapidement maintenant, les risques. Alors, le risque le plus important, c'est le risque de mourir. Il n'est pas nul après chirurgie bariatrique. Néanmoins, il est relativement faible. À gauche, vous avez un graphique qui va vous montrer la mortalité dans les 90 premiers jours. Eh bien, cette mortalité est inférieure à 1 pour 1000. Alors, pourquoi? Notamment parce que les critères d'éligibilité à la chirurgie bariatrique sont assez restrictifs et donc elles s'offrent à des personnes qui ont été préparées à cette chirurgie. Dans l'encart, vous avez les différents types d'opérations et vous voyez qu'elles n'ont pas toutes le même risque. Et je dirais que plus elles sont efficaces, plus elles sont risquées. Si on prend comme référence la sleeve gastrectomie, qui est aujourd'hui l'opération la plus réalisée, qui peut servir d'étalon, eh bien, le gastric bypass a un taux de mortalité qui est 2 fois plus important. L'anogastrique a un taux de mortalité qui est 4 fois moins important. Et la diversion biliopancréatique et ces opérations plus malabsorptives ont un risque de mortalité qui est un peu plus de 3 fois plus important. Ces études, ces chiffres, je les tire d'une étude que nous avons publiée dans Annals of Surgery il y a quelques années et qui sont basées sur l'analyse de plus de 170 000 patients. Alors ces complications, elles sont précoces ou tardives. Précoces, il s'agit de péritonite et d'hémorragie. Tardives, c'est du reflux, c'est des occlusions et c'est des carences en vitamines. Alors, où faire cette chirurgie de l'obésité? Je me permets de quelques secondes de parler de cela, eh bien parce que pour vous dire qu'il y a des critères de qualité des centres qui sont habilités à faire de la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui en France, il y a plus de 500 centres qui peuvent proposer ce geste, mais tous n'ont pas toutes les caractéristiques pour en faire les centres les mieux à même pour vous prendre en charge. Alors, il y a, pour la plupart d'entre eux, bien sûr, une démarche de qualité personnelle qui est tout à fait louable, et la plupart s'inscrivent dans une démarche de labellisation. Il y a 2 types de labellisation, une encadrée par le ministère de la Santé et une autre encadrée par la société savante qui gère la chirurgie de l'obésité, qui s'appelle la SOFCO, c'est la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité. Et donc, il y a des démarches de labellisation de chacun de ces 2 organismes. Il s'appuie sur l'existence d'une équipe pluridisciplinaire, la réalisation de réunions de concertation pluridisciplinaire, sur des nécessités de formation des chirurgiens, notamment par un diplôme interuniversitaire de chirurgie bariatrique et par un plateau technique adapté. Alors quand je dis qu'il y a aussi cette notion qu'en France, vous savez où vous allez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chirurgiens à l'étranger qui soient particulièrement compétents. J'en connais personnellement beaucoup. La seule chose, c'est que vous ne les connaissez peut-être pas et donc vous êtes peut-être plus à même d'être un peu perdu par rapport à une offre internationale qui est moins exigeante sur les prérequis vis-à-vis de la chirurgie de l'obésité. Alors, je crois que c'est dans mon rôle de vous mettre un peu en garde et de vous dire qu'effectivement en France, c'est très encadré, effectivement en France, c'est très exigeant, mais tout cela, c'est pour assurer une qualité de prise en charge qui est, en France, à mon sens, assez remarquable. Retenir l'essentiel, la chirurgie est efficace quand elle s'intègre dans un parcours. Elle n'est pas magique. Il faut peser la balance bénéfice-risque pour chacun d'entre vous, choisir avec pertinence l'intervention. Et je me permets d'insister, pour faire la transition avec le sujet suivant, eh bien, le suivi n'est pas indispensable, il est tout simplement vital. Je vous remercie. Voici quelques liens. La SOFCO, si vous voulez, on a un site avec quelques informations dans le cadre du CHU de Lille, mais la référence, c'est le dépliant de l'HAS et voici le lien. Je vous remercie. Merci beaucoup Robert pour ce très bel exposé qui a bien simplifié la chirurgie tout en étant scientifique et fidèle à notre devise à l'Académie, vérité dans la science, moralité dans l'art, et qui est assez merveilleuse. J'en profite aussi pour faire deux petites choses. Je crois que le mot réversible, malheureusement en chirurgie, il est difficilement utilisable puisque ça ne disparaît pas, on ne gomme pas une cicatrice, donc il y a toujours des séquelles.
même après un anneau, qui peuvent faire des difficultés. Et puis, tu l'as bien rappelé, le risque de mourir. Et ça, c'est très important. Je suis sûr que toutes les personnes souffrantes de cette maladie qui se sont posé la question de la chirurgie, légitimement, ont eu droit à « tu vas pas te faire opérer, quand même, tu risques de mourir ». Et cette chirurgie, il faut reconnaître, rendre hommage au travail de nos pères, des chirurgiens, de travail scientifique qui a été fait. Aujourd'hui, le risque de mourir, il est très faible. Il est plus faible qu'une chirurgie du côlon. Et ça, c'est très important, ou à peu près équivalent à celui d'une cholestectomie, une vésicule ou des chirurgies biliaires. Donc, c'est des choses qui sont très importantes aussi de donner dans cet exposé. Voilà, il y avait une question, peut-être je rebondis là-dessus, puis je te donne la parole, Anne-Sophie. Alors, on a une question sur le chat pour Robert. Alors, et effectivement, c'est très important aussi d'en parler. C'est-à-dire, que dire des techniques alternatives qui ne sont pas remboursées et qui ne sont pas dans le cadre des indications qu'on vient de rappeler, notamment le ballon intragastrique? Alors, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Donc, j'ai pas abordé le ballon intragastrique. Donc, le ballon intragastrique est et donc est la mise en place d'un ballon rempli d'air ou d'eau. Maintenant, le plus souvent, c'est d'eau. À peu près 500 millilitres, c'est son volume. Il est mis en place pour une durée de 4 mois à 12 mois. Lorsqu'on retire le ballon intragastrique, eh bien, on retombe finalement dans la même situation qu'en préopératoire, et ce qui nécessite finalement, en fait, c'est un moyen qui s'adresse aux personnes qui ne sont pas en obésité sévère, qui ont une perte de poids comme objectif qui est bien moins importante et qui ne rentrent pas dans le cadre de cette maladie multifactorielle majeure qui dépasse le simple trouble du comportement alimentaire, mais qui est biologique, etc. Et donc le ballon intragastrique n'est pas adapté pour l'obésité sévère. Dans les autres cas, pour les obésités qui sont, je dirais, aux alentours de 30 d'IMC, pour des personnes qui, par exemple, auraient eu un accident de la vie, qui aurait amené à une prise de poids, ou autre chose, peut-être que dans ces cas-là, ça pourrait être envisagé. Pour ma part, je n'en mets pas, et dans le centre où nous sommes, nous en mettons très peu. Dans le monde, il faut le dire, c'est un dispositif qui est utilisé relativement largement, mais attention, on sort du cadre des obésités les plus sévères, on parle d'une autre maladie, on parle de quelque chose de différent, et il faut bien vous rendre compte que le ballon intragastrique tout seul n'aura pas plus d'effet que la chirurgie de l'obésité. Tout seul, c'est un outil qui vient renforcer un parcours nutritionnel pluridisciplinaire. Alors, il y a aussi une question, mais effectivement, je veux rebondir en fait sur ce que tu dis. La chirurgie, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ça s'inscrit sur une excellente préparation préopératoire et une accompliance effectivement du patient avec une bonne compréhension de là où il va, d'où l'intérêt effectivement de ne pas opérer de suite. Et là, je repense aux recos qu'on a écrits en 2009, mais elles vont être réactualisées sur une attente entre environ 6 mois. Après, il y a effectivement l'histoire d'obésité du patient qui est propre à chaque individu, qu'il faut aussi prendre en considération. Et je repense aussi à ce que disait Marc là-dessus, c'est quelles sont les blessures psychologiques, quels sont finalement les problèmes que la vie a fait que on est cabossé, et tant mieux parce qu'il ne faut pas ressembler à tout le monde. Je légitime ce genre de choses. Quand quelqu'un a déjà bénéficié d'un acte chirurgical et que finalement il y a eu pour X raisons une reprise de poids et qu'on se retrouve avec un IMC de 30 environ, que penses-tu du nouveau produit qui est en train de sortir à l'heure actuelle, qui est le GLP-1 ? Ou Séverine. Oui, je pense que c'est oui, moi je veux pas rentrer dans le débat des molécules. Je vais donc tout de suite lui donner la parole. Peut-être je peux juste répondre que si la chirurgie bariatrique n'est pas une solution en soi, qu'elle s'intègre dans une prise en charge psychologique, multifactorielle, eh bien ça me paraîtrait pas illogique d'y associer des médicaments. Bien sûr. Oui, je comprends.
Voilà, donc je peux répondre là sur les analogues du GLP1 parce que j'ai assisté la semaine dernière au Congrès européen d'obésité où il y a eu plusieurs communications sur le sujet. Donc actuellement, on a plusieurs analogues de ce GLP1 qui est une molécule donc, qui est assez magique puisqu'à la fois elle va faire sécréter de l'insuline et donc améliorer le diabète et à la fois augmenter la satiété et donc faire perdre du poids. Donc ces analogues sont utilisés depuis quand même une bonne dizaine d'années dans le diabète avec une sécurité d'emploi qui a été démontrée et donc avec des effets secondaires essentiellement digestifs qui sont sans réelle gravité. Et donc actuellement donc il y a plusieurs molécules en développement, en fait, ce ne sont pas des nouvelles molécules, ce sont des molécules à plus forte dose que celles utilisées dans le diabète et qui montrent donc des effets sur le poids assez significatifs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité très rapidement, de l'ordre de 15% du poids total, ce qui est déjà un résultat intéressant pour se sentir mieux et pour limiter les complications de l'obésité. Cependant, il faut savoir que ces médicaments, pour l'instant, ne sont pas remboursés. Donc, il y en a un qui a l'AMM en France, mais ils ne sont pas remboursés. Et le coût pour la personne qui fait ce traitement est de 300 € par mois, hein, ce qui est évidemment extrêmement limitatif à l'heure actuelle. Voilà. Alors, effectivement, c'est assez passionnant parce qu'on est face à une maladie très complexe avec un traitement brutal mais très certainement toutes ces thérapeutiques vont s'associer. On l'a très bien vu avec le cancer, hein, on peut tout à fait comparer en termes de schéma thérapeutique. Il y a la chirurgie qui enlève la tumeur et des traitements de chimiothérapie qui accompagnent derrière et ça paraît tout à fait intéressant. Je voulais aussi rebondir rapidement sur le fait qu'il ne faut pas être pressé, tu l'as bien évoqué, c'est un moment crucial dans sa vie. Il y aura l'avant et l'après. Et toute la préparation, même au niveau scientifique, une bonne préparation est un facteur de succès de la chirurgie. Donc il faut faire ça bien préparé au bon moment dans sa vie et pour avoir un bon résultat sur la manière. Alors, on a une question qui est un très bon enchaînement également sur la chirurgie de révision, donc c'est-à-dire cette chirurgie de deuxième intention où on a déjà été opéré, on reprend du poids, la maladie se réactive. On parle souvent d'échec. Alors c'est un terme qui peut aussi crisper parce que c'est pas l'échec du patient, c'est pas l'échec du chirurgien. Il y a souvent la maladie qui se réactive en tant que telle. Il y a un travail aussi qui doit l'accompagner. Alors, pour répondre à la question, faut-il le faire d'emblée? Ben non, là encore, il faut se donner du temps. Les recommandations qu'on a aujourd'hui, c'est de se donner au moins 6 mois supplémentaires et je crois qu'il faut même se donner au moins 1 an d'évaluation de la situation avec un suivi multidisciplinaire, psychologique, diététique, nutritionnel. On essaye d'avoir toute l'évaluation et même anatomique avec le chirurgien qui va évaluer la situation pour savoir si on peut faire quelque chose. Donc il ne faut surtout pas se presser, encore moins qu'à la première fois. Pour ce qui est de la question, est-ce qu'on a une définition de l'échec de la chirurgie de façon consensuelle? Ben, malheureusement, c'est très complexe. En chirurgie, on a des critères qu'on appelle des critères de Reynolds, en fait, c'est-à-dire qu'on va déterminer le pourcentage de kilos perdus par rapport à un objectif qui est la normalité en termes d'indice de masse corporelle qu'on a vu tout à l'heure. Et si vous avez perdu moins de 30% des kilos en trop, eh bien, on peut considérer que c'est une situation d'échec. Mais je crois qu'il faut aussi intégrer des éléments dynamiques à tout ça, c'est-à-dire est-ce que on est en train de reperdre du poids? Donc à ce moment-là, il ne faut surtout pas se presser. Est-ce qu'on a des choses à corriger? Voilà, donc c'est assez complexe. Peut-être que Séverine, tu peux nous donner une définition plus médicale de... Je compléterai juste une chose, c'est que il y a le résultat du médecin. Est-ce qu'effectivement on est dans un échec ou pas? Et puis il y a la vision du patient qui, pour lui, son objectif, c'est d'aller chercher où emmener ses enfants et que s'il y arrive, il est en réussite. Donc en fait, il faut réussir à associer finalement ce que le patient pense et ce que le médecin veut aussi.
C'est la dimension dynamique, c'est-à-dire que c'est pas un chiffre, un poids, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, effectivement, il y a beaucoup de définitions dans la littérature qui sont extrêmement variables, mais finalement, nous, médecins, je suis complètement en accord avec Anne-Sophie Joly, on considère qu'un patient est en échec lorsqu'il n'est pas satisfait alors après, bon, lorsqu'il n'est pas satisfait, il y a quand même une limite. C'est-à-dire que on lui explique quand même au départ que c'est son corps qui va décider là où ça s'arrête et qu'on ne peut pas non plus aller au-delà de ce que son corps a décidé. Mais voilà, c'est plutôt en fonction de la demande du patient, de son ressenti, qu'on va considérer que le patient est en échec, plutôt que d'un seuil de poids qui n'a pas vraiment de sens. Bien sûr, bien sûr. Juste pour faire la transition, après je pense qu'on va passer la parole à David, c'est que en fait l'histoire c'est que parfois on a des patients qui ont une reprise de poids et qui ont tellement peur de revenir vous voir pour se faire disputer en disant mais finalement j'ai pas assez perdu ou j'ai repris du poids, je fais quoi, etc. Et on a des perdus de vue et c'est là où nous on les récupère en association et on essaye de vous les renvoyer parce que je dis il n'y a pas de jugement. Le médecin n'est pas là pour juger, il est là pour vous accompagner et faire un travail d'équipe. C'est un parfait enchaînement et encore une fois, il faut aller voir les spécialistes et on est là à votre disposition pour vous aider. Alors, je vais donner la parole au docteur Lechaud qui va nous présenter justement un des enjeux majeurs de cette maladie parce qu'on a quand même, on la diagnostique assez facilement, rapidement avec l'IMC. On a des traitements qui sont en cours d'évolution mais qui sont incroyablement efficaces puisque ça sauve la vie que de se faire opérer. Et maintenant, comment gérer cette maladie chronique qui fait partie du malade. Et c'est tout l'enjeu du suivi et des perdus de vue. Je te laisse la parole. Merci, monsieur le secrétaire de la Fondation de l'Académie de chirurgie. Merci, madame la présidente du CNAO. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je suis très honoré de présenter à la Fondation de l'Académie de chirurgie l'expérience Ibaros dans le suivi des patients après chirurgie de bariatrique. Alors, je vous présenterai en quoi consiste cet outil et quelle est son originalité, ainsi que ensuite quelques résultats et ensuite les perspectives et les innovations qui sont possibles et qui devraient en fait modifier dans le futur la prise en charge de ces patients. Alors, depuis, le constat est assez simple. On voit que la chirurgie a énormément progressé. On a vu avec les précédentes présentations que le taux de mortalité était très faible maintenant. On le contrôle parfaitement bien. On a vu aussi, on n'en a pas tellement parlé, mais que la morbidité est finalement aussi assez rare. Et par contre, il y a une faille très importante dans ce problème de la chirurgie bariatrique, qui est la prise en charge du suivi post-opératoire et en particulier du suivi à long terme. Alors il y a eu plusieurs choses, mais j'ai mis d'emblée en fait le CNAO en avant en fait avec le livre blanc qui a été édité par l'équipe d'Anne-Sophie Joly et qui a tout de suite mis l'accent sur la faille du problème du suivi de la chirurgie bariatrique. Ça a été conforté en 2017 par le rapport de l'Académie de médecine qui a mis en exergue le fait qu'il y avait quasiment 50% de perte de vue à 2 ans et qu'il y avait en fait simplement il y avait à 5 ans seulement 12% des patients qui avaient un suivi correct à 5 ans. Et en 2018, il y a Julien Emmanueli avec le rapport de l'IGAS qui a montré qu'il y avait des recommandations à suivre, et en particulier la recommandation 17 qui nécessite de mettre les médecins généralistes dans la boucle en disant que les patients, mais aussi les généralistes devaient être impliqués très fortement dans le suivi et qu'il fallait des moyens et des outils pour détecter les patients qui allaient être en perte de vue et avoir des systèmes d'alerte. Alors c'est là que on s'est positionné. Alors c'était quelque chose de complètement évident pour nous, puisqu'en 2013, on a commencé à faire cette inclusion des patients dans le site ABCD Chirurgie. C'est un extranet. ABCD Chirurgie, c'est Association Briochine de chirurgie digestive. Et en fait, on a commencé, ça a d'emblée rencontré un succès assez important. Et en 2017, on est passé à une dimension différente.
différente avec une start-up qui s'appelle Cosmer et qui a eu comme objectif les 3 phrases qui sont sur le côté, qui était d'abord de résoudre le problème du suivi après chirurgie d'obésité, de s'intéresser non plus trop à l'IMC, bien que ce soit un marqueur important, mais beaucoup plus à la qualité de vie, rompre l'isolement des patients obèses après chirurgie, parce qu'en fait, ils se retrouvent seuls chez eux, sans très peu d'informations, et finalement, tout ce qui a été fait avant est finalement souvent assez oublié. Et on va proposer avec cet outil un accès permanent à une équipe médico-chirurgicale. Alors c'est là qu'est le concept qui est nouveau. C'est que bien sûr, comme toutes les solutions digitales médicales, c'est pour le patient, mais la différence, c'est que là, ça va être quasi exclusivement par le patient. Et par le patient, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire quasi la totalité des choses. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on dit tout le temps qu'il faut que le patient soit acteur, etc., etc. Mais là, le patient va être réellement acteur, il va être mis à l'épreuve. Et il va être mis à l'épreuve avant la chirurgie. Et donc, on fait cette évaluation préopératoire. Alors bien sûr, classiquement de l'IMC, des comorbidités, mais on va faire le score Barros. C'est-à-dire le score Barros, c'est le Bariatric Analysis Reporting Outcome System, c'est-à-dire le score de qualité de vie du patient obèse. C'est le score validé aux États-Unis qui permet de voir la qualité de vie. Et on va aussi tester en préopératoire encore la capacité du patient à faire son suivi mensuel. Et vous allez voir de façon très simple. Et ensuite, on juge aussi une chose qui est importante, c'est sa capacité à échanger avec l'équipe soignante, à demander à l'aide, dire un peu comment il va, etc. Alors, voilà comment ça se passe. Il va y avoir 3 piliers dans cette solution qui va être de l'auto-santé, donc le patient acteur, du partage du dossier, avec un espèce de petit hub médical autour du patient, on va y revenir, de la télémédecine et des objets connectés. Le suivi, la base du suivi va être extrêmement simple, avec simplement un rappel au patient qui va simplement avoir à mettre son poids et son feeling, son ressenti, avec un curseur qui déplace, mais ça tous les mois, et surtout avant la chirurgie. Et ça, c'est en fait pour paramétrer le patient, pour le préparer, pour qu'il soit prêt ensuite à faire son suivi post-opératoire. Toujours dans l'auto-santé, ce qui va être aussi très intéressant, ça va être d'évaluer comment le patient a compris l'impact de l'obésité sur sa santé. C'est-à-dire qu'on va non seulement voir les comptes rendus de l'endocrino, du pneumologue, du cardiologue, mais on va voir aussi comment le patient a intégré ces données en fait, avec l'impact de l'obésité sur sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a souvent un gap très important entre ce que le patient a compris de l'impact sur sa santé et ce que le spécialiste a noté comme conclusion. Alors, le deuxième pilier de l'outil, c'est ce partage du dossier. Alors, vous voyez en fait ce cercle avec le patient au centre. Le patient va avoir avec sa solution digitale la possibilité de contacter chacun des autres acteurs. Et autour de lui, il va y avoir un cercle d'échange qui va en fait être toutes les conclusions qui ont lieu entre les différents spécialistes. Et ça se présente comment? Du côté du patient, je vais vous présenter essentiellement comment ça se passe du côté du patient. Vous voyez, le patient a son téléphone portable, bien sûr, parce qu'on a fait le choix d'un outil 100% mobile. Il a accès à son équipe soignante et donc là, il a accès, donc il peut envoyer un mail directement au chirurgien, au médecin traitant, à la diététicienne, au psychologue et à l'infirmière coordinatrice. Et pour respecter les normes RGPD, vous voyez qu'il peut, pour chacun des spécialistes, supprimer l'accès à ces datas. C'est-à-dire qu'en fait, il est maître de l'outil et il maîtrise chacun indépendamment. Et ça, c'est la seule façon de faire pour respecter les normes RGPD. Et bien sûr, dans ces échanges de mails, en fait, qui correspondent en fait à une forme de télémédecine, il y a en fait des échanges de mails avec un archivage de tous les mails et une sécurisation complète du système. Ça nous a été demandé il y a maintenant 4 ans par l'Ordre des médecins nationaux. Alors, ça génère, c'est ça aussi qui est très important. Tout à l'heure, le point numéro 17 de l'IGAS disait qu'il faut des alertes. Et voilà les alertes, comme elles apparaissent, c'est qu'il va y avoir 3 types d'alertes. Des alertes actives, des alertes passives et des alertes parcours. Alors, les alertes actives, c'est le patient qui dit « je vais pas bien ».
il dit je vais pas bien, alors il peut dire il y a plusieurs façons, soit il envoie un mail à un des membres de l'équipe disant je vais pas bien, ou alors il déplace son curseur en fait dans le rouge, et là en fait il y a directement une alerte qui va sur en fait sur l'ordinateur de la coordinatrice, de l'infirmière coordinatrice. Alors ça c'est les alertes actives. Les alertes passives sont beaucoup plus utiles aussi, elles sont très importantes. C'est qu'en fait, lorsque le bilan préopératoire du patient est complet, c'est la secrétaire ou l'infirmière coordinatrice reçoit un mail disant que le dossier est complet, qu'il peut passer en RCP. Et il y a des alertes ensuite qui sont en fait là très orientées vers la suppression des perdus de vue, c'est-à-dire qu'on a défini une chose qui est le décrochage. Le décrochage, c'est 3 mois sans connexion au site, et dans ce cas-là, en fait, ça envoie une alerte à l'infirmière coordinatrice qui peut, à ce moment-là, recontacter le patient, soit par mail, soit par téléphone, soit, en fait, après, si rien ne se passe, c'est au chirurgien de le faire, ou alors au médecin traitant. Et alors après, il y a des alertes perte de poids non conformes. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir des pertes de poids trop rapides après chirurgie. Et dans ce cas-là, en fait, il faut tout de suite réagir. Et ensuite, bien sûr, l'alerte principale qui est l'alerte perdue de vue, 2 ans sans aucune nouvelle du patient. Après, les alertes parcours, c'est une espèce de conciergerie toute simple où le patient va être rappelé au moment où il devra faire un bilan sanguin, faire en fait une fibroscopie de contrôle ou alors même donc voir tel ou tel spécialiste. Alors voilà, en fait, pour compléter ces données en fait avec de la télémédecine, on a fait appel aux objets connectés de santé qui sont une piste extrêmement intéressante. Alors le truc totalement évident qui nous a paru évident, c'était de mettre une balance connectée en lien avec l'application. Alors la balance connectée a en général une application sur le téléphone du patient avec une API qui va communiquer avec Ibaros, et les 2 API vont se connecter l'une à l'autre et les données vont transiter d'une application à l'autre, et finalement voilà ce que ça donne sur Ibaros, c'est-à-dire qu'on va suivre la perte de poids mais jour par jour. Jour par jour, on va pouvoir la quantifier, on va suivre la masse grasse, la descente, la perte de masse grasse, et parallèlement en fait on a aussi la masse musculaire. On va voir si la masse musculaire est conservée, ou même si dans certains cas, si on suit bien les patients, en fait, on voit une augmentation de la masse musculaire, et on va voir aussi la conservation de la masse osseuse. Ce sont des données quand même très, très intéressantes. Et on a couplé, ça c'est déjà fait, un tracker d'activité. Le tracker d'activité, et tout ça, en fait, donne des informations extrêmement intéressantes en préopératoire. On a le nombre de pas, la distance. Je vous ai pas mis parce que c'était compliqué, mais on a aussi les élévations, c'est-à-dire, en fait, le nombre d'étages montés par le patient, qui sont des choses aussi très intéressantes, mais ça c'est du live, et ça existe et ça marche déjà. Un nouveau truc qu'on a mis en place il y a 1 mois, mais on n'a pas encore fait complètement la bascule par rapport au schéma, c'est pour ça que vous voyez que ça c'est le schéma d'analyse du sommeil en fait sur l'application native du dispositif, et en fait les analyseurs de sommeil sont une chose très intéressante, parce qu'on s'aperçoit que d'une part, bien entendu, on détecte l'apnée du sommeil. Parfois, on la détecte très tôt, bien avant qu'il y ait eu rendez-vous avec l'ophtalmologue, parce que parfois, c'est 2-3 mois après. Et donc, on fait très vite le bilan. Et on peut nous-mêmes faire le bilan en fait, de l'impact de l'apnée du sommeil. On sait la qualité du sommeil, le temps de durée de sommeil paradoxal. On sait des choses qui sont encore beaucoup de données et qu'on a du mal à évaluer. C'est-à-dire qu'on a trop de données par rapport à on ne sait pas quoi en faire. Mais vous voyez, l'analyseur de sommeil est quelque chose de très intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est des gens qui dorment très peu, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui ont un sommeil qui est souvent pas réparateur quand ce n'est pas des pathologies du sommeil importantes. Alors, vous voyez que ce suivi connecté a beaucoup d'avantages. On en avait discuté auparavant, là, mais
ça va permettre d'augmenter très nettement et très notablement le taux de procédure ambulatoire, puisqu'on s'aperçoit que le patient va être chez lui, mais en fait surveillé comme s'il était en soins continus. Et alors, c'est complètement nouveau, ça, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui va révolutionner la médecine actuelle. Et par contre, ça veut dire qu'il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir un parcours de recours très bien identifié. C'est-à-dire que le patient, il doit savoir exactement que faire en cas de problème. Il doit savoir qui appeler, quel transport appeler, où aller, et avoir en fait un parcours complètement fléché en cas de procédure ambulatoire avec un suivi connecté. Enfin, cette surveillance, elle est quasiment permanente, ce qui fait qu'on peut imaginer aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que ces objets connectés, ils suivent le patient, y compris à l'hôpital. Et en fait, là, c'est intéressant parce que ça va supprimer et ça va alléger le travail des soignants de l'hôpital et des services. Pourquoi ? Parce que en fait, tout ce qui est en fait suivi du pouls, de la tension, ça va être révolutionné et il va y avoir beaucoup moins besoin en fait de personnel dans les services avec ça. Et en fait, cette surveillance permanente, elle va en fait être paramétrée avec des alertes. Alors, les inconvénients, ils sont bien sûr sur une nécessité de formation et d'information des patients très importante. Il faut vraiment bien leur expliquer. Deuxième inconvénient, la médecine de ville, du coup, comme il y a beaucoup d'ambulatoires, va être en première ligne. Et troisième chose, il y a une légère déshumanisation de la relation médecin-malade, mais je crois que c'est même pas sûr. Quels sont les résultats ? Il me reste 2 diapos. En fait, donc moi j'ai 1535 patients suivis aujourd'hui avec cette technique, ce qui est quand même assez intéressant. Ça montre qu'en fait on peut suivre de plus en plus de patients avec un seul chirurgien et 2 coordinatrices. Donc il y a un taux de perdu de vue à 5 ans qui n'est que de 19%, ce qui est beaucoup mieux que les résultats obtenus par les autres séries. Et l'ambulatoire, alors j'étais même monté au-dessus de ça, de 75% en ambulatoire, j'étais monté à 80%, mais on s'aperçoit que dans 20% des cas, il y a des patients qui passent une très mauvaise première nuit. Et ça, il ne faut pas faire de l'ambulatoire à tout va, il faut de temps en temps proposer plutôt, en fait, ce que font les Américains, c'est-à-dire du H23, c'est-à-dire rester la première nuit à l'hôpital. Et comme ça, en fait, on a un indice de satisfaction des patients très bon. Alors, je vais passer assez vite, mais en fait, il y a 3 enjeux dans le futur qui sont très intéressants, qui sont augmenter l'observance avec ça c'est du court terme. Il faut proposer des plans de suivi personnalisés et faire appel en fait pour encore mieux préparer les patients. Il faut beaucoup faire appel aux associations de patients et aux réseaux sociaux. On oublie en fait que Facebook et Instagram sont des réseaux sociaux très très impliqués en fait dans les patients, dans la préparation des patients et dans la compliance et l'observance des patients en préopératoire. Et alors la connectivité, je vous l'ai montré, j'espère que je vous ai convaincu que c'est une transformation et presque une révolution. Enfin, il y a tout ce qui concerne les données, c'est un enjeu à un peu plus long terme, mais qui va permettre en fait de faire du profilage patient. Je pense qu'avec Ibaros, il faut qu'on atteigne 15 000 patients d'ici 2023 pour en fait avoir un profilage patient qui permette de poser des indications très précises avec en fait des ABAG qui nous diront tel patient, ok, il faut l'opérer, il n'y a aucun problème, on aura un très bon résultat à 5 ans, et tel patient, il ne faut pas l'opérer. Et on pourra utiliser l'intelligence artificielle très prochainement pour ça. Et voilà finalement ma dernière diapositive. Vous voyez que cet outil Ibaros permet de diminuer notablement les perdus de vue, en fait, il y a une chose qu'il faudrait changer, c'est que il faut estimer les résultats de la chirurgie, pas tant en termes d'IMC, mais en termes de qualité de vie. Et ça, c'est très important, on vient de le dire tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, je voudrais aussi insister sur un truc qui est que les chirurgiens et le chirurgien doit continuer
en fait, à assurer le suivi de ces patients chirurgicaux, même à long terme. Je pense qu'il ne faut pas que la chirurgie de l'obésité soit en fait, que le suivi de la chirurgie de l'obésité soit fait par des médecins. Il faut garder cette chose au niveau des chirurgiens. Il faut qu'on ait des outils et il faut qu'on puisse, en fait, avec un chirurgien et une équipe et puis des infirmières coordinatrices, suivre des cohortes importantes, en fait, avec ce type d'outils, mais en gardant cette main sur le suivi de la chirurgie bariatrique. Je vous remercie. Merci beaucoup David. Alors c'est vrai que c'était un bel exposé d'un exemple d'outils connectés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aussi sur le marché et qui sont vraiment prometteurs. Et puis je crois qu'on est en plein dans l'avenir de la médecine et de la médecine moderne, c'est-à-dire que on met le patient au cœur du soin et de la prise en charge, et ça c'est très important. Ça me permet aussi, puis alors, tu as répondu un petit peu, il y avait une question sur quel algorithme mettre en place, et effectivement aujourd'hui c'est très difficile et il faut beaucoup de données pour pouvoir déterminer des choses. Peut-être que ces outils-là nous permettront d'aller plus loin. Alors je suis en train de tester un algorithme qui en fait tient compte du nombre de suivis préopératoires en fait par le patient, qui tient compte en fait des échanges qu'il y a eu. Et il y a aussi un truc qui est aussi intéressant dont j'ai pas parlé, c'est la réalisation de en fait alors les échanges de messages avec l'équipe. Et en fait, un truc tout simple, mais qui est quand même fondamental, c'est obtenir une perte de poids en préopératoire. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très, très significatif dans l'algorithme. C'est un algorithme en à peu près 5 points, qui fait un score sur 10. Et je me suis aperçu que si le patient n'obtient pas 7 sur 10 au minimum, il ne faut pas l'opérer. Mais bon, après, c'est vrai voilà, que c'est des choses qui sont très intéressantes. On en rediscutera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est probablement l'avenir. C'est le big data au final, en fait. C'est toute cette exploitation qui sera une mine d'or et peut-être aussi un danger. Donc, il faut arriver à cadrer tous ces éléments. Je voulais aussi sur les outils thérapeutiques, c'est-à-dire que là, on a vu du suivi, mais il y a aussi le rôle du patient expert. Tu l'as évoqué avec les associations, et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que de pouvoir intégrer dans la pratique, et Anne-Sophie, je pense que tu avais ça en tête aussi, parce qu'on est tous très attachés à ce type d'approche, c'est-à-dire d'un patient qui parle aux autres patients, qui a été formé pour ça et qui va permettre justement d'optimiser ces éléments de communication autour de la maladie, qui est une souffrance depuis la petite enfance dans la plupart des cas, et c'est très important. Les nouveaux outils aussi, hein, donc il y a beaucoup de choses à évaluer, même la téléconsultation, hein, là tu l'as pas tellement évoqué là-dessus, même si c'est des éléments de chat, mais ça fait partie des outils du suivi. Aussi pour rebondir sur ta conclusion, hein, c'est-à-dire est-ce que le chirurgien doit garder, est-ce que c'est le médecin? Bon, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans des querelles. On est tous là pour servir le malade et c'est ça l'essentiel. Mais quand même, je crois qu'il y a un élément très important, c'est la confiance. Et sans confiance, on ne peut pas aider l'autre, et notre métier de médecin, de chirurgien, eh bien, il est basé là-dessus, et quand on a eu la confiance, on est tous pareils, on ne la donne pas à n'importe qui, donc quand on l'a donnée à quelqu'un, je suis assez d'accord avec toi, c'est plus ce pont qui a été mis en place, c'est plus ça que de dire qui doit suivre ou pas. Sophie, tu avais... Pour compléter, en fait, si je repars sur le suivi, pour moi, effectivement, c'est à la fois la préparation préopératoire et le suivi, et de toute façon, découle en sachant que quand vous opérez quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans, je veux dire, il lui reste encore 40 ou 50 ans de vie. Et effectivement, c'est ça qu'il faut réussir à visualiser, à la fois en tant que professionnel de santé et aussi en tant que patient. C'est qu'effectivement, il va falloir vivre avec sa chirurgie. Il y a des effets excessivement bénéfiques. Il ne faut pas tomber dans certains pièges. Parce qu'effectivement, pourquoi il y a des perdus de vue? C'est que le patient, naturellement, se dit, ça y est, j'ai obtenu le Saint Graal de la complication, je perds du poids. Donc, nous, on appelle ça la lune de miel, véritablement. Et en fait, quand on commence à voir qu'il y a des paliers et qu'on commence à reprendre
reprendre un peu de poids. Là, c'est d'où l'intérêt d'un suivi, notamment avec les psychiatres, hein, et puis sur la nutrition. C'est de se dire, il faut rester dans le plaisir, mais jusqu'où on peut aller et sur quoi on peut aller. Et effectivement, la nature, notre nature, elle est comme ça, il va falloir faire avec. Là où c'est important à mes yeux, et c'est aussi au niveau, quelque part médico-légal, le médecin traitant. Il est capital. Il est capital parce qu'il connaît son patient parfois depuis ses couches, et puis ses mariages, ce bras cassé, enfin voilà, et tout ce qui peut se passer autour derrière. Et effectivement, il va être un pilier pour vous. Et la chirurgie doit continuer à être suivie effectivement par le chirurgien, mais aussi par un remboursement de la diététicienne, par une prise en charge du psychologue, par effectivement le médecin généraliste ou traitant qui va avoir une consultation qui va être un peu plus longue, d'où les écritures en ce moment, à l'heure actuelle au ministère de la Santé, sur l'écriture de la feuille de route obésité, sur le plan du PNNS 4, qui rentre effectivement aussi en complémentarité du travail qui est fait au sein de l'écriture de la feuille de route, et le travail, j'ai envie de dire, je suis désolée, moi je suis très travail d'équipe, des uns et des autres. Il n'y en a pas un, c'est tout le monde. Et le premier qui est acteur, qui a le pouvoir d'eux, c'est celui qui va décider, c'est le patient. Et le patient, j'ai envie de dire, voilà, quelque part, l'équipe pluridisciplinaire et les professionnels de santé sont des béquilles dont on a énormément besoin. Et effectivement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc on va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je dis toujours, Rome, c'est pas fait en un jour. Et Dieu sait que Rome est beau. Donc c'est travail d'équipe avec les médecins. Oui, j'allais le rappeler pour les enjeux de moyens, c'est-à-dire que le suivi, c'est un enjeu de la maladie, et il nous faut des moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même en situation de difficulté sur les moyens humains, de prise en charge, tu l'as évoqué, les vitamines, et ça, c'est très important. Il faut absolument que l'obésité soit reconnue comme une maladie en France. Il faut un plan décennal, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on a de la chance, Robert le disait, d'être en France. On a de la chance d'être en France parce que les sociétés savantes et les associations de patients, depuis 20 ans, poussent à ça, et on en est arrivé au stade où on en est aujourd'hui. Et j'ai envie de dire merci à vous, parce que ça a été ce travail collaboratif qui a fait qu'on en est à la pertinence et à la qualité des soins. Et effectivement, certains pays nous disent, vous êtes en France, vous avez la chance d'être en France. Mais oui, mais on va encore plus loin, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là où on est. Il faut aller plus loin. Tu vas avoir des partenaires solides avec toi sur ce combat, c'est essentiel, et on fera tout pour faire reconnaître cette maladie en tant que telle à tout niveau. Je voulais aussi peut-être poser une question à Marc par rapport justement à ce suivi, et au final on l'a un petit peu soulevé, le sentiment de dépréciation de soi, d'échec. Bien sûr le suivi, alors moi je vais totalement, et je pense que David est aussi d'accord évidemment, parce qu'on est tous passionnés et investis autour de cette prise en charge, mais bien sûr, tout le monde a sa pierre dans la prise en charge. Elle doit être multidisciplinaire. Le suivi, il n'y a pas qu'un seul homme ou qu'une seule femme qui le gère. C'est une prise en charge globale, et notamment psychiatrique, je pense. Merci Guillaume. Je rebondis aussi ce que disait David. Ce que vous soulignez tous, c'est le lien thérapeutique. En fait, c'est un échange permanent. On parlait tout à l'heure de dépendance, et il ne s'agit pas d'une dépendance, mais d'un lien thérapeutique qui est très fort. Et peu importe effectivement si c'est un des intervenants qui est plutôt maître d'œuvre, l'essentiel c'est que tous participent autour du projet du patient. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant plus que sur l'aspect psychologique et psychiatrique, on parle d'une démarche intégrative, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs outils qui vont dans le même but, dans le même sens, mais qui surtout qui sont animés par la motivation du patient. Et je vous remercie de rappeler ça. C'est la motivation du patient. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait des outils numériques qui permettent aussi aux patients de garder un lien sans avoir un fil à la patte. On ne va pas non plus être parano, mais je crois que communiquer très facilement, et on l'a vu en faisant des téléconsultations, que c'était une ouverture pour chacun, pour être plus proche, tout en n'étant pas assis en face de l'autre en réel. Et donc oui, bravo aux patients d'avoir accepté aussi de changer
cette dernière année, sous le temps du Covid, de changer ses propres pratiques, d'accepter de travailler en téléconsultation et de s'impliquer comme ça. Et je pense que c'est une garantie du succès de tous les acteurs. Et je remercie aussi Anne-Sophie de promouvoir tout cela. Merci. Merci à toi. Alors, je crois qu'une dernière question qui a été posée, notamment l'impact de l'hypnose sur la prise en charge. Est-ce que tu peux nous... Alors, ça rejoint la démarche intégrative, c'est-à-dire que plusieurs outils psychologiques peuvent être utilisés au moment adéquat dans le parcours du patient. Alors l'hypnose, c'est quelque chose qui permet de prendre conscience de ces sensations internes qui ne sont pas accessibles immédiatement. C'est-à-dire que l'hypnose, il faut se souvenir que c'est une méthode, pour faire vite, de relaxation qui permet de voyager dans sa tête avec un opérateur et qui permet de recentrer, par exemple, sur, je parlais tout à l'heure du goût, de bonnes sensations qui sont liées à des pratiques, des moments de plaisir, des moments heureux qui permettent au patient de revenir dans sa réalité au quotidien pour reprendre confiance. Le but de l'hypnose, c'est ça, c'est de relâcher certaines associations pour les rendre émergentes et pour pouvoir se les approprier dans le bon sens des choses. Donc l'hypnose, c'est assez facile, pour peu qu'on sait un petit peu lâcher prise. Donc le lâcher prise, on sait... Pour ceux qui veulent savoir, le lâcher-prise, on peut l'obtenir passivement, par exemple en nageant une demi-heure dans la piscine, tranquillement à son rythme, ou alors en méditant. Il y a beaucoup de techniques, corporelles ou intellectuelles. Tout à fait, effectivement, il y a beaucoup de champs thérapeutiques encore à explorer sur une maladie qui touche un individu, une personne dans sa globalité. Et ça, c'est très important. Anne-Sophie, peut-être tu voulais des questions ou un mot moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci à vous. Merci à l'Académie, merci aux médecins, parce que Dieu sait qu'on a besoin de vous. Et que parfois, ce n'est pas toujours vulgarisé de cette façon-là. Mais en fait, quand vous discutez avec les patients et qu'on est effectivement de patient à patient, il y a un amour et une affection vis-à-vis de vous qui est quand même juste énorme. Donc parfois, et notamment avec le Covid, là on a eu moins 40% de consultations chez le médecin traitant et moins 60% de consultations chez le médecin spécialiste parce que les patients obèses n'ont pas voulu vous déranger. Parce qu'ils se sont dit, ils sont en train de se battre contre le Covid. Et Dieu sait qu'effectivement, je redonne des chiffres de Santé publique France, 47% des gens qui occupent la réanimation sont des personnes qui ont des problèmes de poids et que 40% des décès sont des gens qui ont des problématiques de poids et qu'importe l'âge. Et ça, c'est important de le rappeler, d'où mon énervement et mon excitation dans mon bocal pour que l'obésité soit continue à être prise en charge et soit reconnue, et je ne lâcherai pas, j'espère, et je le verrai de mon vivant. Donc on a besoin de vous, merci à vous, et puis surtout prenez bien soin de vous parce qu'on a besoin de vous pour que vous preniez soin de nous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors bien sûr, avant de donner la parole à notre président, Dr Mar, voilà, je vais essayer de faire un résumé de cette belle session qui a été dans des éléments assez pointus, médicaux, des résultats scientifiques. Je crois qu'il faut... pour essayer de simplifier le propos, retenir 4 grands axes autour de cette maladie. Et encore une fois, tu auras tout notre soutien actif autour de ce combat valeureux. Mais il faut déculpabiliser, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute du patient, l'obésité n'est pas une faute. Et ça, c'est très très important parce que sans ça, on ne peut pas avoir la confiance et on ne peut pas se rapprocher de la vérité. Deuxième grand axe, c'est le dépistage à mon sens, on l'a évoqué, on a des outils très faciles, il faut dépister cette maladie qui est un enjeu de santé publique majeur. Troisième, on a des traitements qui sont en cours d'évolution, la chirurgie, tout le monde en parle, c'est merveilleusement efficace, ça sauve la vie, mais ça doit être préparé, sinon ça ne marche pas, ça doit être suivi, ça doit être intégré dans un parcours multidisciplinaire. Et probablement d'autres thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation et de sortie. Et le dernier point, le quatrième, c'est accompagner. On est là pour accompagner un souffrant dans une maladie chronique. Et les outils
connectés, modernes, les suivis à vie. C'est l'enjeu et on attend des recommandations qui sont en cours de réécriture parce que on a de très bon cadre pour ce qui est de l'avant, mais de l'après n'est pas si bien défini, difficile à définir, mais et la place de chacun, les moyens autour de tout ça, on l'a rappelé, le remboursement des vitamines qui n'est toujours pas encore, alors que ça met en danger les patients, le remboursement du suivi psychologique, diététique, ça c'est des axes qu'on peut avoir tout de suite et qu'il faut avoir tout de suite. Voilà, je laisse la parole à notre président dans ces lieux prestigieux, Dr Ma. Merci beaucoup à tous. J'avais prévu de faire un résumé, mais tu l'as fait. Vous avez été très complet, très précis, très audible par tout le monde. Donc, je remercie les 4 intervenants et les 2 modérateurs d'être venus. C'est une visioconférence, mais ça a beaucoup plus de prix quand tout le monde est là. Je suis très content de vous avoir accueillis chez nous, à l'Académie de chirurgie. Donc, vous savez que je suis donc Philippe Mar, je suis le secrétaire de la Fondation de l'Académie de chirurgie et le président de l'Académie de chirurgie pour cette année. Je suis un pionnier de la chirurgie bariatrique en France, ayant commencé il y a très longtemps. Et je vois que depuis 10 ans, vous avez fait des progrès magnifiques sur le plan médical, bien sûr, mais sur le plan chirurgical et sur le plan du suivi aussi. Je vous ai fait 2 annonces pour terminer. L'une concerne la Fondation de l'Académie de chirurgie qui organise les prochains mardis de la chirurgie le 21 septembre, dont le sujet est la prise en charge de l'impuissance masculine, et le 23 novembre, dont le sujet est la réparation de la dentition par les implants dentaires. Je vous précise également que la Fondation de l'Académie de médecine anime un cycle de débats sur la nutrition, dont le prochain aura lieu le 10 juin après-midi. Voilà, je vous remercie tous. C'était une très belle séance dont je suis très content et très fier, puisque c'est un petit peu une de mes idées. Voilà. Merci à tous.